bienvenue sur ce deuxième atelier de la semaine du e-commerce alimentaire 2023. Du coup, vous êtes assez nombreux là, à nous avoir rejoints cet après-midi. Donc ce matin, nous avons traité le e-commerce pour ceux qui n'ont pas encore de site ou qui viennent de débuter. Guilhem, à qui je donnerai la parole tout à l'heure, a pris la parole et nous a donné des conseils sur quelles questions se poser quand on veut lancer une activité e-commerce en ligne. Du coup, je vais passer rapidement sur la présentation. Guilhem, si tu peux juste mettre la slide suivante pour les instructions. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de couper vos micros pendant la présentation en tout cas. Par contre, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main. Il y a une petite icône lever la main. Ou vous pouvez poser votre question dans le chat. Voilà. J'ai lancé l'enregistrement. Du coup, je vais passer assez rapidement sur la présentation d'Adoc, puisque beaucoup d'entre vous nous connaissent. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez vraiment qu'on rentre dans le détail de ce qu'on propose comme accompagnement. En 2 mots, malgré tout, cette série de webinaires s'inscrit dans notre accompagnement sur la conquête des marchés et notamment sur la diversification des circuits de distribution, qui est très importante pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, c'est la 3e année que l'on propose ces semaines du e-commerce alimentaire. Les 2 premières années, alors, hop, en même temps, je fais rentrer les gens dans la salle. Les 2 premières années, nous abordions le e-commerce avec une clé d'entrée pays. Donc, on vous remettra les liens vers les webinaires si vous voulez les consulter. Et là, cette année, à votre demande, on a choisi de traiter le e-commerce via son propre site de vente en ligne. Je te laisse passer l'animation. Bonjour, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Je me permets de désactiver les micros. Et donc là, l'idée cette année, c'était vraiment de vous apporter des clés de compréhension ou en tout cas de réflexion pour vous lancer sur la vente directe en ligne. La vente directe qui peut se faire auprès de votre consommateur final ou auprès de vos clients professionnels, donc en B2B. Voilà, comme le précisait Chantal Passat ce matin, ces ateliers sont des ateliers de sensibilisation, ce ne sont pas des formations. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner des clés de réflexion et d'appréhension des problématiques, mais on ne va pas rentrer dans le détail technique, même si on va le voir, je vois Guilhem qui sourit, on va quand même parler un peu technique, mais voilà, l'idée, c'est surtout de vous donner une vision d'ensemble des enjeux. Rapidement, alors, désolée pour ceux qui étaient là ce matin, je rebalaye très rapidement les avantages et les inconvénients de vendre sur un site internet, on va dire, d'un distributeur e-commerce ou sur un site e-commerce tiers, et les avantages et les inconvénients de vendre en direct sur son propre site. Donc, quand vous vendez via un site e-commerce tiers, bien sûr, vous bénéficiez de la notoriété, du trafic, de ces acteurs qui sont bien souvent, qui ont bien souvent une grosse force de frappe en termes de communication et de marketing. Vous bénéficiez aussi d'une expertise retail, marketing. Voilà, ça vous permet d'externaliser un certain nombre de savoir-faire. Après, l'inconvénient lorsque vous passez par des sites tiers, c'est que vous n'avez finalement pas toute la marge de manœuvre que vous aimeriez sur votre gamme. Vous ne pouvez pas proposer en général l'intégralité de votre gamme, sauf dans le cas de Marketplace, on en parlera demain. Vous ne maîtrisez pas forcément votre prix si vous passez par des e-commerçants. Vous ne maîtrisez pas non plus votre base de données client. Donc ça, ce sont des inconvénients, on va dire, dans la commercialisation par un tiers. Alors du coup, les avantages de vendre sur son site internet et de se lancer dans cette fabuleuse aventure que va nous décrire Guilhem, c'est de finalement rendre vos produits accessibles partout, et notamment si vous êtes une TPE, que vous venez de vous lancer, etc. Ça peut être très intéressant pour vous diffuser à l'échelle d'un territoire que de créer un site e-commerce. Vous pouvez présenter toute votre gamme, vous pouvez prendre la parole et inscrire vraiment votre marque dans son territoire. Et surtout, vous pouvez être en contact direct avec votre consommateur final et tester des produits, par exemple, auprès de lui.
Par contre, et on a vu un peu ce matin et on va continuer de le voir encore plus cet après-midi, quand on se lance sur le e-commerce en direct, quand on lance son propre site, ça demande des investissements importants en termes de temps, en termes de RH et en termes financiers, bien sûr. Donc, ça, faut bien l'avoir en tête. Il ne s'agit pas que de créer son site et après, ça ne tourne pas tout seul. Il faut un peu d'implication dans la durée. Hop, tu peux passer. Et juste avant de laisser la parole à Guilhem, je voulais vous aborder 3 défis majeurs qui vont se présenter à vous quand vous créez votre propre site. Beaucoup l'ont déjà créé, hein, beaucoup des participants qui sont là. Mais l'enjeu vraiment quand on a un site, et je pense que vous l'expérimentez, c'est d'émerger. Alors j'ai appelé ça nébuleuse parce qu'on a voilà, aujourd'hui plus de 200 000 sites marchands en France. C'est plus 5% cette année. Donc tous les ans, il y a de plus en plus de sites marchands, donc c'est de plus en plus difficile d'être visible. En plus, le e-commerce est un secteur très concentré. Donc il y a de très gros qui font la majorité du chiffre d'affaires. On estime que 1,1% des sites de e-commerce font 75% du chiffre d'affaires du secteur. Donc on voit vraiment que le e-commerce est trusté par des très très gros. Donc il faut avoir les bons outils pour se démarquer. Et on traitera notamment tout ce qui est référencement, SEO, SIA. Donc Guilhem vous expliquera ça très bien, mais c'est vraiment indispensable pour commencer. Deuxième défi de taille, c'est d'offrir une expérience d'achat fluide et de limiter ce que j'ai appelé les irritants, finalement les choses qui peuvent faire que vous abandonnez que votre consommateur abandonne son panier et ne transforme pas son achat. Il y a 3 catégories qui ont été... alors ça, c'est une étude qui est sortie en novembre 2022 d'OpinionWay, qui liste un peu les éléments qui déplaisent le plus lors des achats sur Internet. Donc on a un premier groupe d'irritants, on va dire, qui relèvent du service, de la livraison, des ruptures de stock, de la facilité à joindre le livreur, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il va falloir travailler. Et il va falloir surtout adopter les bonnes solutions logistiques et avoir un service client à la hauteur. Deuxième groupe, on va dire, d'irritants, ça relève plus de la technique, un site qui serait non ergonomique, et par exemple un process de paiement qui serait trop long. Ça, ça fait partie des éléments qui font que votre consommateur demain pourra abandonner son panier. Et troisième groupe d'irritants, ça relève plus de l'information produit, et c'est d'autant plus vrai alors c'est vrai sur tous les secteurs, mais sur l'alimentaire, on a quand même une implication sensorielle dans l'achat qui est importante. C'est vrai que quand on va sur des achats alimentaires, on aime voir le produit, le sentir, le toucher, etc. Il y a ce côté-là que ne peut pas offrir Internet. Du coup, c'est vraiment très, très important de pallier à ça en ayant des descriptions qui donnent envie, qui soient précises, des visuels qui soient irréprochables. Donc ça sera autant de facteurs aussi qui feront que demain, vous allez réussir à recruter et à transformer cela en achat. Et là, je vous ai listé des derniers enjeux qu'il faut avoir en tête aussi, en particulier sur l'alimentaire. Ça va être la fraîcheur des produits, bien sûr. Il va falloir que vous ayez en tête aussi la rentabilité, on va dire, de la vente en ligne. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, vendre un pack de cristalline en livraison, ça n'a aucun intérêt puisque votre pack de cristalline ne vaut rien du tout et le coût de la livraison sur un produit aussi lourd sera très 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 cher. Donc voilà, il va falloir que vous arbitriez aussi et que vous calculiez, on va dire, votre retour sur investissement par rapport à la typicité de vos produits. Hop. Et dernier défi, alors ça c'est valable partout hein, sur le e-commerce, mais dans votre stratégie marketing au global, ça va être de vous répondre aux usages et aux attentes des e-shoppers, donc des acheteurs sur Internet. Et Guilhem en parlait ce matin, l'importance du m-commerce, donc de la vente via les smartphones et les tablettes. Vraiment, ça explose encore plus depuis le Covid. C'est 61% des ventes en ligne qui se font sur smartphone. C'est énorme. Donc ça, il faut l'intégrer. On en a parlé ce matin dès la création de votre site. Mais il faut toujours l'avoir en tête en termes de fonctionnalité.
Deuxième tendance importante, c'est avec les réseaux sociaux, qui sont de plus en plus voilà, utilisés, notamment pour partager des recettes, voilà, tout un tas de choses sur l'alimentaire. Intégrer les tendances aussi qu'on a sur les nouvelles tendances de consommation sur l'univers de l'alimentaire. Toutes les tendances sur la consommation responsable, la santé, le plaisir. Voilà, ça, c'est des choses qui doivent venir alimenter vos contenus et votre ligne éditoriale sur votre site. Et enfin, là, j'ai fait un petit focus sur la génération Z. Donc, ce sont les gens qui ont, je crois, entre 12 et 25 ans en ce moment. Pourquoi j'ai fait un focus là-dessus? C'est parce que déjà, ce sera vos clients alors, c'est peut-être vos clients aujourd'hui, mais ce sera surtout vos clients de demain. Donc, c'est important de comprendre, de se mettre à leur place et d'essayer voilà, d'avoir bien en tête qu'on ne parle pas de la même façon à cette génération aux générations précédentes. Et notamment, en plus, elles sont très, très utilisatrices d'Internet sur les achats habituels. Donc, ça représente un gros potentiel pour vous. Par contre, vous n'allez pas leur parler de la même façon. Par exemple, je crois que ça a basculé cette année. Aujourd'hui, cette génération préfère euh, voir ses produits par le biais d'influenceurs que sur de la publicité classique. Donc forcément, pour stimuler vos ventes, vous n'allez pas utiliser les mêmes canaux si vous ciblez cette population-là. De la même façon, sur les réseaux sociaux, voilà, si vous voulez parler à la génération Z, vous allez aller plus sur TikTok et sur YouTube que sur Facebook. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous devez avoir en tête au global, mais c'est valable sur tous les circuits, hein, que ce soit en ligne ou en magasin. Voilà. C'est quelques tendances introductives pour vous vraiment mettre en valeur et mettre un peu de perspective à ce que va vous expliquer Guilhem. Dernier mot, donc on a voulu que on n'a pas appelé ça webinaire, on a appelé ça atelier volontairement pour qu'on ait un maximum d'échanges entre vous et Guilhem, et, enfin, voilà. Et entre vous aussi, puisqu'on a vu ce matin qu'il y a des conseils qui se sont échangés d'une entreprise à l'autre. Donc, n'hésitez pas à intervenir soit par le chat et on prendra les questions au fur et à mesure, soit en prenant la parole directement. Voilà. Et je laisse la parole à Guilhem, notre expert e-commerce. Allez, c'est parti. Donc, dans la continuité de ce matin, je repasse rapidement pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin. On aura 2 slides un peu auto-promotionnels, ma vie, mon œuvre et celle de mon agence. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. Vif du sujet qu'on va décomposer en quelques parties. La plus importante à mes yeux, c'est celle par laquelle on va commencer, c'est le référencement naturel ou le mythe, ce que j'appellerais le mythe de la gratuité. On parlera après de la pub Google. On fera un gros focus sur comment ça se passe, y compris sur la pub Facebook. On sera très pub à ce niveau-là. Et quelques conseils ensuite, marketplace, réseaux sociaux hors publicitaires. Et on terminera, du moins on abordera un sujet qui est tout sauf ringard, mais qui est souvent très maltraité, qui est celui de l'emailing, sur lequel je rappellerai des bonnes pratiques et des bons retours. Voilà, alors je commence rapidement. Je m'excuse par avance pour ceux qui étaient avec nous ce matin. Voilà, donc je précise, cible web, agence digitale régionale, basée à Béziers. On est 25, ça fait plus de 20 ans qu'on existe. On a commencé, nous, notre activité par le référencement naturel, le web marketing et la formation. On est venu au site internet sur le tard. Et entre-temps, on a développé une compétence marketplace, puisque rien que sur le sujet marketplace, on accompagne 600 PME au quotidien. Donc là, aujourd'hui, on sera vraiment sur le focus référencement web marketing, les différents leviers qui génèrent du visiteur vers un site. Voilà. Très rapidement, voilà, on est 25, quelques références clients, ça fait toujours joli dans le paysage. Nous, les problématiques référencement naturel, pour la faire simple, on a 3 personnes à temps plein qui sont focusées là-dessus, qui ne font que ça. Alors, soyons très clairs, je pense que tout est dans le titre, Google règne en maître. On peut le tourner comme on veut. Il faut savoir qu'au niveau de la France, il y a plus de recherches faites sur Google qu'aux États-Unis. Donc la part de marché de Google au niveau moteur de recherche est supérieure en France à ce qu'elle est dans d'autres pays du monde, déjà. Voilà. Deuxième question, est-ce que vous sauriez me dire, là comme ça, petite question pour se réveiller, quel est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé après Google quand on veut chercher un produit pour un achat en ligne? Amazon. Absolument. Bien joué. Bien joué. Voilà, c'est juste pour remettre un peu le contexte quand on parle d'Amazon, on y va pas, ou de ce genre de choses. Voilà. Sachez qu'un Américain sur 3 à peu près a un compte Amazon Prime. Juste pour faire un rapide parallèle, je dis ça, je dis rien, on rentre vraiment dans le sujet du référencement naturel. Alors,
On est d'accord, on l'appelle naturel parce qu'il n'est pas lié à un investissement publicitaire. On ne l'appelle pas gratuit, au sens où il peut y avoir soit du temps passé chez des tiers tels que nous, soit du temps passé chez vous pour être dans ce fameux Graal qui est la première page de Google. Étant entendu que le meilleur endroit où se cacher, c'est la deuxième, puisque personne n'y va jamais. L'internaute lambda, non au courant de ce qu'il a en face de lui sur son écran, se limite à la première page. Juste un rappel, une première page de Google, ça ressemble à ça. Tout ce que vous voyez entouré de pointillés rouges, c'est de la pub. Tout ce que vous voyez entouré des pointillés bleus, c'est du référencement naturel. Autrement dit, pour être en pub, il faut payer de la pub. Vous voyez qu'elle est en amont du reste. Celle sur les côtés date un peu, mais globalement, je veux que vous ayez bien en tête cet élément-là. Et tout ce qui est en référencement naturel n'est pas publicitaire. Alors, attention déjà, selon qu'on regarde une page de résultats Google sur un mobile ou sur un ordinateur, on n'a pas le même résultat. Étonnamment, sur un mobile, l'affichage de la pub est beaucoup plus diffus. Il y a toujours une petite mention publicité, annonce sponsorisée ou ce qu'on veut, mais il n'y a pas ce qui était au départ, cette espèce de fond de couleur. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde à ce niveau-là? Quand on parle de référencement naturel, on parle bien de ce qui n'est pas dans Google lié à la publicité. Je voudrais aussi vous attirer votre attention sur un élément super important, c'est que selon où vous êtes basé géographiquement, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc attention aux faux amis du « je me cherche, moi je me trouve », mais si mon voisin cherche la même chose dans Google, il ne me voit pas. En fonction de votre profil Google, si vous en avez un, de vos habitudes de recherche et de votre positionnement géographique, vos résultats peuvent différer. Google a vocation à vous donner une information utile. Il estime par utile qu'elle correspond à vos centres d'intérêt ou à votre proximité géographique. Si je cherche aujourd'hui une pizzeria, par un exemple tout bête, moi étant à Béziers, vous par exemple à Montpellier, à Narbonne, à Perpignan, à Toulouse ou que sais-je, il y a fort à parier que nos pages de résultats ne seront pas les mêmes. Parce qu'on aura eu une information de proximité. C'est super important parce que ça veut dire qu'on ne parlera plus de simplement être positionné sur la première page, mais on va aller chercher des mots assez généraux sur lesquels on aura du volume de recherche. Tout le monde me suit jusque-là? On est bon? N'hésitez pas à m'interrompre. Il semblerait que oui. Je sais que ce sont des sujets très particuliers. Voilà. Alors, vous m'excuserez par avance, quand on parle de référencement naturel, il y a 2 accessoires que je n'ai pas pris aujourd'hui, voire 3. Vous remarquez que je n'ai pas de chapeau, je n'ai pas de baguette et je ne sortirai pas des lapins du chapeau. On va vraiment être sur, je dirais, du sang, de la sueur et des larmes, ce qui est le fonctionnement général pour obtenir des résultats durables en référencement. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de subtilité. Personne n'a tué le game en trouvant l'algorithme génialissime ou la pratique génialissime qui est une garantie de résultat. Tout ce que vous allez entendre de la sorte dans des propos de référenceurs, c'est à fuir, au même titre qu'on avait ce matin, les pratiques un peu douteuses au niveau commercial. Voilà. On ne peut pas s'engager sur un résultat de position, on peut s'engager sur des moyens. Je le dis pour que ce soit entendu. Comme on aura forcément la question du prix à un moment et du coût, il faut bien entendre ce qu'est réellement le fonctionnement d'une prestation. Voilà. Pourquoi on va chercher du référencement naturel? 1, parce qu'il n'y a pas de budget publicité. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. 2, parce que c'est une source de trafic régulier qui, par définition, ne s'arrêtera pas du jour au lendemain dans la mesure où on respecte les pratiques positives et correctes de Google, qu'on n'est pas dans l'abus. Et ça, c'est à nous, professionnels, d'expliquer ce qu'est l'abus pour ne pas que vous le découvriez a posteriori. C'est une source dont le coût, je précise bien, le coût va tendre vers 0. Au sens où au début, ça coûte de l'argent pour la mise en place. Ensuite, même si ça continue de coûter, le nombre de visiteurs apportés doit être de plus en plus élevé. Donc forcément, avec un nombre de plus en plus élevé et un coût qui doit sensiblement être constant d'un an sur l'autre, on arrive à des équilibres financiers très intéressants quand le référencement naturel est en place. C'est normalement la source d'audience la plus rentable. Pas la plus performante en ratio visiteur-commande, on peut avoir beaucoup de badauds, mais la plus rentable en ratio chiffre d'affaires versus dépenses faites. Voilà. Ça donne en plus une image extrêmement positive et une visibilité très dense. On va aller chercher le fait d'être présent sur beaucoup de termes. Voilà. On va aller chercher une présence de fond qui en plus montre une forme d'expertise sur votre activité aux yeux de l'internaute. Point particulier,
Pour arriver à ce résultat un peu génial, c'est quand même complexe à réaliser. Vous allez voir, on va le détailler ensuite, ça tient sur des critères particuliers que les gens ont tendance à occulter et à ne pas accepter. Voilà. Sachant que le référencement naturel, ça s'entretient. Vous avez bien compris qu'une page de résultats, en première page, tout le monde veut y être. Donc, quand vous y êtes, c'est bien, mais les autres veulent y être aussi. Google va afficher grosso modo 10 réponses sur sa page de résultats en référencement naturel. L'enjeu, c'est d'y arriver, mais c'est aussi d'y rester. Tout le monde me suit là-dessus. C'est une forme de compétition extrêmement agressive sur des univers très concurrentiels. Vous avez des acteurs qui vont dévancer des sommes folles pour être en première page de Google et pour y rester. Parce que les petits copains font la même chose pour passer. Et donc, à chaque fois qu'il y en a un qui est en première page, il y en a forcément un qui disparaît. Voilà. Guilhem, oui. Je t'interromps, il y avait des questions sur la slide précédente. Ah, on y revient. Savoir si du coup la présentation, je pense, la séparation entre ce qui est payant et naturel, est-ce que ça dépend du navigateur? Est-ce que c'est mis en avant de la même façon? Et savoir si la présentation des résultats Google n'avait pas changé récemment. Si, celle-là n'est pas forcément d'actualité. La présentation des résultats Google a changé pour être un peu plus diffuse au niveau de la publicité, puisqu'on en retrouve en haut et en bas. Et encore, on en retrouve en haut et en bas, ça dépend des univers. On va retrouver de la pub locale ou de la pub nationale. Mais très clairement, est-ce que ça dépend des navigateurs? Non. Ça ne va pas dépendre des navigateurs, ça va dépendre des types de terminaux. C'est-à-dire, en clair, sur un ordinateur, on aura sensiblement le même résultat. Par contre, on n'aura pas le même résultat sur un ordinateur et sur un mobile. Voilà, ça va varier à ce niveau-là. Dites-vous que Google gagne de l'argent sur la pub, n'en gagne pas sur le référencement naturel. Donc mettez-vous bien ça dans l'axe de réflexion. Donc forcément, la pub prend une part un peu conséquente là-dessus. Quand je dis ça dépend des univers, c'est qu'un univers faiblement concurrentiel aura moins de pubs, donc plus de résultats naturels. Un univers comme le voyage, le crédit ou par exemple, j'ai une bêtise, le plombier ou le taxi vont être très promotionnels et très publicitaires dans certaines villes, laissant moins de la place au référencement naturel. Je pense que dans le cas de l'agroalimentaire, selon les secteurs, on a encore beaucoup d'avenir au référencement naturel. Mais la variation, elle vient à ce niveau-là. Oui, la page va varier, mais si on prenait toutes les subtilités de page en fonction des univers, ça serait très illisible. Sur mobile, je vous ai dit, on voit très peu la notion de pub. Elle apparaît en annonce sur un texte un peu noir. Mais voilà, l'internaute ne sait pas forcément cela. Alors, encore une fois, quand on parle de référencement naturel, c'est toujours dans le temps. On ne lance pas une action de référencement naturel là maintenant. On ne sort pas un site en se disant « parce que mon prestataire m'a dit qu'il avait optimisé le site, j'ai fait le job ». Ça ne marchera pas. Voilà. 3 piliers extrêmement importants pour le référencement naturel. Et il n'y en a que 3. Il n'y a pas 10 000 autres alternatives, il y a 3 piliers. L'optimisation technique. Le site doit être compatible avec les attentes de Google. On est binaire dans le choix. Ça l'est ou ça l'est pas. Il y a des baskets, on ne rentre pas en boîte. Il n'y a pas de basket, on peut rentrer. C'est aussi simple que ça. Un site avec un SaaS à l'entrée, login, mot de passe pour que les gens se connectent, ça ne sert à rien de parler référencement s'il n'y a que ça comme accès, puisque tout le contenu qui se trouvera derrière ne sera pas visible de Google. Ce qu'il ne voit pas, il ne le connaît pas. Ce qu'il ne connaît pas, il ne le référence pas. Deuxièmement, un site dont la technologie est dans les standards pensés par rapport à ça, c'est très bien. Un site qui ne l'est pas sera un frein. Je vous donne un élément aujourd'hui à choisir. Si on revenait un peu pour ceux qui étaient là ce matin entre les différentes solutions qu'on a proposées, aujourd'hui un WooCommerce, malgré les freins que je peux y voir, est une solution qui se référencera de manière assez aisée. Je vous réponds tout de suite, un Shopify sera beaucoup plus compliqué à référencer. Plus compliqué ne veut pas dire infaisable, mais on se crée d'énormes freins au départ technologiquement par rapport au référencement. Parce que les choix de structure des pages, parce que la façon dont le code interne des pages va être fait, la façon dont ce qu'on va appeler le balisage va être renseigné. Qu'est-ce que c'est que le balisage? Prenez un article de presse, vous avez un titre, vous avez un rapide chapeau de l'article et vous avez des sous-éléments qui permettent de se retrouver dans la lecture de l'article. Si tout le monde voit un article de presse, c'est en général structuré comme ça, grand titre et des sous-titres. Voilà. Typiquement, une page aux yeux de Google doit être structurée pareil. Un titre, des éléments descriptifs et des sous-éléments. On est dans cette notion technique. On est dans une notion technique qui est d'autant plus fondamentale qu'un des critères qui va jouer sur la technique, c'est la vitesse d'affichage du site. Donc,
pour ceux qui étaient avec nous ce matin quand on parlait de l'hébergement de votre site a aussi du sens par rapport au référencement. Puisque plus votre site sera rapide, mieux c'est. A contrario, plus votre site sera lent, moins Google lui accordera de profondeur de visite. Alors, je vais reformuler. Vous avez un catalogue d'à peu près 40 à 50 produits que vous avez répartis en 3-4 grandes familles et une page d'accueil. Une page d'accueil, 4 familles de produits, ça nous fait 5 pages, puis nos 40 ou 50 produits, donc on a fait le calcul, on arrive à 45, 50 pages, 55 pages. Le système de Google va allouer quelques millisecondes à votre site pour venir le visiter. Et ce nombre est normal, ce n'est pas un nombre anormal. De fait, plus la page est lente à s'afficher, plus le compteur tourne, et plus il s'arrêtera en cours de route. Plus la page est rapide à s'afficher, plus le site est bien structuré au niveau des liens, plus il ira au fond de ces pages, donc à la fin, au niveau de vos pages produits, pour les référencer. Donc, cette notion de vitesse est extrêmement importante, puisque de cette notion va de manière indirecte, de manière indirecte, oui, dépendre ce qu'on appelle entre guillemets le crawl. Alors le crawl de Google, c'est la visite que fait Google de vos pages. J'insiste, votre site a des pages, Google va les visiter. Quand il les visite, une fois qu'il les a visitées, il les met dans sa base de données. Et une fois qu'il les a mis dans sa base de données, elles apparaîtront ou non dans la liste de réponses. Et ça suivra toujours ce cheminement logique. D'accord? Ce n'est pas parce que vous créez des pages qu'elles sont automatiquement indexées par Google. Il y a un temps. Deuxième chose, élément que bien souvent on occulte et qui pour moi est fondamental. Depuis ce matin, je vous dis pensée mobile. Mélodie, tu l'as dit toi-même par rapport aux habitudes des internautes. Mais c'est pire que ça. Il faut savoir que quand Google a accès à un site internet, il ne va se servir pour son indexation que des pages mobiles. Il ne prendra en compte que les pages mobiles. Ce n'est pas celles qu'il affichera sur votre ordinateur, mais c'est celles qu'il ira visiter pour le référencement. Pourquoi? Parce qu'elles sont censées être plus rapides puisqu'affichées sur un téléphone portable. Donc plus épurées en termes de design parce qu'affichées sur un téléphone portable. Donc aujourd'hui, partir et avoir un site qui n'est pas optimisé pour le mobile, c'est se tirer à la fois une balle dans le pied par rapport à nos consommateurs, mais c'est se tirer une autre balle dans l'autre pied par rapport au référencement. Donc ça, ce sont des éléments qui sont des éléments techniques en amont et que ce sont des prérequis indispensables que l'on doit avoir. Et j'insiste bien, j'ai pleinement conscience que ce n'est pas votre métier. Ce sont des éléments qui doivent être, même pas dans le cahier des charges de la création de site, mais qui sont des éléments de bon sens qui doivent vous permettre de choisir ou non vos prestataires. Ce sont des choses très, très clés. Du coup, juste la vitesse de ton site, ça dépend de la solution choisie et de l'hébergement, mais les deux sont liés en fait, c'est ça? Oui, les deux sont liés. Ça va être aussi une question d'arbitrage entre l'esthétique. Plus le site sera esthétique, abouti, avec un graphisme très léché, plus il sera lent. C'est inévitable. C'est inévitable. Ouais. Donc ça s'optimise la vitesse. Et du coup, est-ce que, parce qu'on voit aussi, ce qui est conseillé en général, de toute façon, sur les blogs ou quoi, c'est d'avoir des visuels de très bonne qualité, voire même de mettre des vidéos pour expliquer son produit, etc. Est-ce que ça vient freiner du coup Complètement. En fait, le meilleur conseil qu'on va donner, c'est pas d'avoir des mauvais visuels, c'est d'avoir un visuel en préchargement, en première lecture, qui soit basique et qui, quand on clique, action suivante, une fois qu'on est sur la page, nous permettra d'afficher un meilleur visuel. Le cas de la vidéo est très représentatif, parce qu'il faut quand même se rappeler que Google est le premier site au monde, le deuxième c'est YouTube. YouTube appartient à Google. Hein. Vous allez voir la logique. Si vous affichez une vidéo d'un produit sur votre fiche produit et qu'il faut télécharger la vidéo sur YouTube au moment de chargement de la page, c'est quand même considéré par Google comme un critère de lenteur, alors que vous faites appel à des ressources qui sont chez lui. Donc ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un beau visuel qui va présenter la vidéo, et quand on va cliquer sur la vidéo, on la téléchargera. On ne la télécharge jamais en amont. On a des temps de chargement en respectant ça qu'on va diviser par 10. Hein. Sur les choix des visuels et sur les vidéos, ce sont des très mauvaises pratiques, mais qui s'entendent au sens, encore une fois, je ne suis pas en train de dire il ne faut pas mettre les vidéos, je suis en train de dire il ne faut pas les précharger à la page. C'est juste dans la façon dont le site est pensé. Créer des liens. Oui, créer des liens, que la vidéo soit cliquable pour s'ouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très systématiquement, et même de façon classique, quand on vous a livré un site internet, si vous faites appel à un référenceur, il va dans tous les cas passer par une phase d'audit amont de tous ces points-là.
Si le site a été bien pensé, normalement, cette phase audit, elle va dire, OK, c'est bien. Si elle n'est pas bien pensée, ben, cette phase audit, vous allez la remettre à votre prestataire pour qu'il recorrige ces éléments-là qui auraient dû être pensés dès le départ. Voilà, très clairement. De la même manière, il faut faire très attention au phénomène de migration. J'étais sur une solution A, je vais vers une solution B. Si j'oublie de faire ce qu'on appelle de la redirection, de dire que les contenus qui étaient sur A sont sur B, mais si j'avais 50 pages sur A, que chacune des 50 pages se retrouve à tel ou tel ou tel ou tel endroit sur le site B, site B, j'entends parce qu'il a changé de technologie, donc les pages ont changé de nom, je vais pareil dire à Google, attention, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, parce que tout ce qui allait bien ne va plus bien. Alors que si on a bien fait le job, lui dire attention, ce qui était là va à tel endroit et ainsi de suite, ça va passer comme une lettre à la poste. Quand on parle de migration, c'est si jamais vous décidez demain de changer de solution technique. Il y a le changement de solution technique et il y a la plus suicidaire, c'est le changement de nom de site. Voilà. Changement de nom de site, c'est la joie des agences de com qui vous explique que le nom n'est pas porteur ou quoi que ce soit. Et là, vous vous flinguez. Si vous avez 10 ans de référencement derrière vous, vous pouvez tout foutre en l'air, pour être très clair. Changement de techno, bien accompagné, on ne perd pas. Mal accompagné, on perd tout. Mais ça se fait au moment du changement de techno. Ces questions de référencement, elles devraient être prégnantes sur toute la durée de vie du site, mais en amont aussi sur la phase projet. Si je devais donner un conseil, ça serait de dire qu'il faudrait presque que le référenceur intervienne même en amont. Parce que de toute façon, il va être cette espèce de poil à gratter de l'agence par rapport aux bonnes pratiques de Google. Et il y aura toujours un arbitrage à faire. Si vous le découvrez après, encore une fois, c'est comme faire intervenir un archi sur une maison qu'on a construite. Voilà. Ah, mais vous auriez dû faire ça, vous auriez dû faire ça. Allez répéter un mur une fois qu'il est fait, pas très malin. Il y a Christine Vallot qui demande si tu peux reprendre les 2 modes de redirection. Bien sûr. En fait, ce n'est même pas les 2 modes, je me suis mal exprimé. Il y a un seul mode de redirection qui prévaut. Voyez-le comme un tableau Excel avec 2 colonnes. Vous avez une colonne avec toutes les pages déjà existantes de votre site actuel. Vous allez faire une deuxième colonne où vous allez indiquer pour chaque page du site actuel quelle est l'adresse de la page dans le nouveau site. Si on faisait le parallèle avec ce matin, vous êtes passé de Shopify à WooCommerce, les URL, les pages s'appellent plus pareil, mais vous allez faire ce listing-là. Et ce listing-là, votre prestataire technique chéri va le mettre à disposition de Google dans une forme, ce qu'on appelle dans le jargon des redirections 301. Ne demandez pas pourquoi 301, mystère de l'informatique. Pour dire à Google, chaque page qui était là va là. Et en fait, grosso modo, c'est un tableau Excel à 2 colonnes, pour faire simple. Voilà. Il est crucial de l'avoir au départ. Ça fait partie intrinsèque dans le cadre d'un changement de technologie, de quelque chose qui doit apparaître noir sur blanc sur un devis. Et c'est là, si on revient sur mon propos de ce matin, qu'on est légèrement emmerdé, pour être cru, quand on est sur des solutions low cost où cette fonction n'existe pas, et vous savez qu'en allant chez eux, vous allez tout paumer. Mais ça, malheureusement, c'est le pendant de certaines solutions gratuites. Je ne dis pas que toutes n'ont pas ces fonctions-là. Je dis qu'il faut bien y penser. Voilà. Il y avait une autre question, Guilhem, une question de Samuel Massol. Il vaut mieux avoir un site compatible ordi et smartphone ou plusieurs sites spécialisés pour chaque support? Le même compatible, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas faire un site dédié avec une URL dédiée. C'est dans la façon dont on va le concevoir qu'en fait, les CMS, ce qu'on appelle les CMS, c'est des outils de gestion de site, les Content Management System, donc les technos pour faire des sites, qui détectent de quel type de navigateur il s'agit. Donc, entre un Chrome, un Firefox, sur smartphone, on le sait, ou sur ordi, on le sait, et qui vont fournir un contenu différent. Voilà. Le site en responsive, c'est un site à part entière, mais sur la même base de données, sur le même endroit. C'est juste qu'on allège et qu'on n'affiche pas de la même manière sur un écran de smartphone qui a un format rectangulaire vertical que sur un écran d'ordi qui est plutôt un espèce de nombre d'or dans sa diagonale. On n'est pas du tout dans la même logique. Voilà. Ça, au niveau conception, c'est des points qui doivent être faits en amont. Si vous devez repasser le responsive d'un site a posteriori, ça se flinguer, parce que tout le boulot qui a été fait, il faut le reprendre et le repenser à cause de ça. Donc attention, je vous ai dit, un référencement naturel du sang, de la sueur et des larmes. Voilà. Donc la technique est un élément important. Le deuxième paramètre, il est sémantique. Et là, on va ramener sur le devant de la scène quelque chose qu'on aimait à l'école, qui est la production de contenu écrit. Notre bon vieux sens de la rédaction. Google aime que vous parliez du sujet sur lequel vous êtes pertinent. Racontez des histoires. Et n'hésitez pas à délayer la sauce, vous êtes payé à la page.
Plus vous en ferez, mieux c'est. Google aime les sites avec beaucoup de contenu, voire avec beaucoup de pages. C'est pour ça qu'il est difficile de se battre contre Amazon, parce qu'il y a énormément de pages, donc énormément de matière à l'intérieur. Donc plus vous aurez de contenu, mieux c'est. Ne vous limitez jamais à vous dire est-ce que, non, il n'y a pas de est-ce que. Si vous pouvez faire une page sur un sujet, vous la faites. Si vous avez un blog avec une zone d'actu et que vous arrivez à publier du contenu tous les jours, c'est bien, c'est génial. Toutes les semaines, c'est pas mal. Tous les mois, ce sera le minimum. Mais il ne faut pas se leurrer. Quand on travaille son référencement, on est sur cette production de contenu. Si je comprends bien, du coup, c'est plus, c'est pas tant, parce qu'on peut se dire quand on est une marque, ouais, est-ce que mon consommateur va vraiment lire ça, et cetera? C'est pas tant ça. Alors ça, c'est le petit plus, mais le premier objectif, c'est bien de remonter dans les recherches, quoi. De générer des mots-clés et Alors, le premier objectif, si on prend la logique à l'envers, toujours pareil dans mon monde idéal, on devrait commencer par faire l'étude des mots-clés cherchés par les internautes. Et on a des outils, nous, professionnels, pour ça. On sait qu'est-ce qui est cherché par les internautes sur votre sujet. Là où ça devient dangereux, c'est quand il n'y a rien qui est cherché ou parce que votre produit n'existe pas et que personne ne le connaît. Auquel cas là, le référencement naturel, ça ne sert à rien. Mais à partir du moment où vous correspondez à un produit que les gens cherchent, on va regarder qu'est-ce qui est cherché et le volume de recherche. Accessoirement, le nombre de réponses qu'il y a là-dessus, ça donne une notion de la concurrence. On va hiérarchiser et regrouper les termes pour définir ce qu'on va appeler des corpus sémantiques en disant ben là on va parler de ça, là on va parler de ça, là on va parler de ça, en fonction de ce qu'on a trouvé là-dedans. Donc on va se donner après des priorités de contenu pour remonter dans le temps sur la première page de Google sur un maximum de termes. Mais honnêtement, si on se limite à se dire parce que je dis une bêtise, je vends du miel, je vais être premier sur le mot pot de miel, je ne suis pas convaincu que la stratégie soit pertinente. Une bonne stratégie, c'est de travailler sur 300-400 mots-clés différents sur lesquels on aura pour chacun d'entre eux des capacités de monter en première page et petit à petit d'être présent en première page sur de plus en plus de mots. Mais on ne peut pas se dire j'ai 4 mots-clés sur lesquels je veux travailler, c'est tout. Ça, c'est assez suicidaire. Et là-dessus, on va produire du contenu. Le premier contenu, ça va avoir des fiches produits riches, détaillées, argumentées, avec du témoignage client, de la vie, de la composition, tout ce que vous pouvez avoir. Du lien entre vos fiches, c'est pareil. Tiens, regardez aussi ceci. Je vends des produits alimentaires. Regardez ce que vous pouvez faire comme recette avec ça. Tout ce qui peut être contenu lié aura du sens. Avec des règles, si je dois vous en donner une, si vous pouvez arriver à faire des contenus avec un minimum de 500 mots, c'est bien. Si vous arrivez à 1000-1500 mots, c'est génial. Je sais que c'est lourd. Voilà. Et si vous arrivez à répondre sur vos pages, alors peut-être pas les pages produits, mais sur des pages complémentaires, à des questions de type comment faire ceci, pourquoi faire cela, tout ce qui est questionnement que se pose l'internaute, alors vous avez déjà au niveau de Google des capacités à être plus légitimes pour remonter. Ce qu'on appelle dans le jargon de Google des pages EAT, qui sont ces pages qui correspondent à la recherche de l'internaute. Le pourquoi, le comment je fais ceci, voilà. Voilà. Là, on a des leviers d'acquisition d'audience qui sont très intéressants. Toujours pareil, un peu de technique, il le faut, du contenu et de la régularité de publication. Donc, c'est un job. Vous avez des boîtes dans lesquelles il y a des gars qui ne font que ça. Voilà. À l'échelle d'une TPE, PME, là, ça s'externalise, à condition d'avoir un contrôle sur ce qui est écrit. Il est toujours plus facile de dire que ça ne plaît pas plutôt que de se dire j'ai une feuille blanche devant moi et j'écris. Clairement. Ce que vous achetez, c'est du temps de rédacteur que vous n'auriez pas le temps de faire. Est-ce que jusque-là, je suis clair? Pas d'autres questions pour Pas l'instant. d'autres questions? Très bien. Troisième élément. En politique, on appellerait ça la prime au sortant. Popularité et autorité. Plus le site est ancien, mieux c'est. Si demain, vous avez le choix entre faire un site e-commerce ou racheter un site e-commerce déjà existant, par rapport au référencement, vous optez pour la deuxième. L'ancienneté est un critère. Google sait quand est déposé un nom de domaine. Il y a même un marché des noms de domaine qui ne servent plus, qu'on peut racheter dans certains cas pour des questions de référencement. Par ailleurs, dans la popularité et l'autorité, les liens. Plus vous aurez de liens vers votre site, mieux c'est. Plus on parlera de vous à l'extérieur de votre site, mieux c'est. Pour qu'on parle de vous, il faut que vous ayez des contenus intéressants. Mais plus on va avoir des liens externes vers votre site, meilleur sera votre référencement.
Et là, c'est pareil, il y a un travail de fond d'aller chercher des liens, d'aller chercher à faire parler de soi, une question de bouche à oreille, hein, rien de plus, hein, de manière régulière. Ce n'est pas en mettant une action en disant ouais, j'ai chopé 15 liens d'un coup que ça va changer grand-chose. Non, c'est se dire ok, tous les mois, je vais avoir 15 nouveaux liens de 15 sources différentes, si possible en lien avec mon activité. L'annuaire des entreprises accompagnées par Haddock dans la filière agroalimentaire avec un focus où je peux décrire en 200, 300 mots mon activité, mais je fais de suite, du moment qu'il y a un lien vers ma page. Voilà, autant de choses comme ça. Autant de choses comme ça, j'insiste. Voilà. Que ce soit le lien depuis les pages jaunes à d'autres. Voilà. Plus vous aurez de liens vers chez vous, mieux c'est. Le référencement n'obéit qu'à ces trois logiques. Il n'y en a pas d'autres. L'optimisation technique, dont on peut considérer qu'on va la phaser en termes de réalisation, soit c'est nickel dès le départ, ce qui est rarement le cas, soit elle est évolutive dans le temps parce qu'on ne peut pas tout traiter d'un coup pour plein de raisons. Souvent, c'est des raisons budgétaires, c'est des raisons de compétences du prestataire. L'optimisation sémantique, où on va déjà mettre au carré les contenus déjà existants et après avoir des logiques de publication de contenus réguliers. Et les liens, pareil, qu'on va aller chercher de manière régulière. Google va s'affoler d'un site qui va avoir le nombre de liens croissant d'un coup. Pour lui, ce n'est pas logique. Voilà. Par contre, dès qu'on va avoir la chance d'être cité dans un magazine de presse ou quelque chose, ou pour les plus aisés qui ont une agence de presse, le plus important dans le passage média, c'est le lien vers votre site, voire vers la page du produit. C'est un Graal. Plus vous avez de liens, mieux vous vous portez. Et de ces trois éléments-là, le résultat sera la croissance de la part d'audience du référencement naturel sur votre site, sachant que moi j'ai vu des clients croître là sur les 18 derniers mois. J'ai un client dont je tairai le nom sur lequel, alors petit succès d'estime, tant mieux pour nous, mais d'autres prestataires feraient peut-être aussi bien, hein. On est à plus de 200% de croissance de la part d'audience et 11% de croissance de l'activité e-commerce. Ce sont des stratégies éprouvées et réelles. Un point extrêmement important, la confiance n'exclut pas le contrôle. Les solutions qui permettent de mesurer la croissance sont des solutions externes. Je pense à Google Analytics ou à des solutions tierces. Ce n'est pas le prestataire qui va vous prouver la croissance. C'est toujours une solution externe sur laquelle nous, on n'est pas partie prenante, qui permet d'avoir des éléments de contrôle similaires. Deuxième chose, je reviens sur l'élément dont on avait parlé ce matin, qui est l'élément, on va dire, de la relation contractuelle. Je ne vais parler que pour ma paroisse, si vous me le permettez. Nous, on fait des contrats sans tacite reconduction. C'est-à-dire on a des contrats d'1 an, on ne fait pas moins d'1 an, par contre. Au bout d'1 an, on fait un point. Il était fait bien avant, bien évidemment, régulièrement, mais on redéfinit en année 2 ce qu'on fait. Parce que la technique, si elle était calée en année 1, on ne va pas la refaire en année 2. C'est juste effarant. Donc, limiter autant que faire se peut les engagements dans le temps, on oublie la tacite reconduction, parce qu'on peut se retrouver planté. Voilà. Petite parenthèse contractuelle. Pas de questions? Mon micro était coupé. Si, il y a une question de David qui demande quelle méthode autre que la presse pouvez-vous donner en exemple pour augmenter ces liens? Du Peut-être temps, un exemple. bien sûr, Ouais. du temps, et aller chercher tous les sites qui sont des annuaires, par exemple, et qui vont se Des référencer annuaires. en tant qu'annuaires, tous les forums qui vont parler de quelque chose avec lequel vous êtes en lien et sur lequel vous pouvez amener un commentaire. Le travail de linking est un travail de longue haleine. Voilà. C'est clairement, il n'y a pas de recette magique, miracle à ce niveau-là. Alors la presse, c'est un exemple, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas d'endroit masqué où je pourrais vous dire, hop, là, vous allez voir, c'est génial, ça marche à tous les coups. Dès que vous avez un endroit où vous pouvez vous référencer, c'est con, hein, ce que je veux dire, mais votre Google My Business, ne serait-ce que votre fiche dans Google, qui est le Google My Business, que vous pouvez activer gratuitement chez Google, ce sera un lien de bonne qualité. Si je reviens un peu sur le propos de Mélodie tout à l'heure, plutôt que de mettre les vidéos chez vous, faites une chaîne YouTube où vous mettez vos vidéos, et sur la chaîne YouTube, vous avez un endroit où vous pouvez mettre le lien vers votre site. Ça fait un lien de plus, de bonne qualité aussi. Et si vous pouvez diffuser des vidéos aussi sur Dailymotion, Vimeo et toutes les plateformes qui existent, faites-le et mettez aussi des liens vers chez vous. Voilà. C'est un travail de l'ombre en permanence, la création de backlinks. Il y a même des endroits où vous pouvez en acheter. Ça vaut je vous donne un exemple. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez faire du lien presse, un reportage en vidéo dans les échos, voilà, ça parle à tout le monde en source média. Pour de la vidéo et tout ça, ça vaut 5 000 €. Bon, c'est une somme que je trouve
énorme par rapport à un retour qui ne me regarde pas. En référencement, on arrive à peu près à être à peu près à 1300, 1400 euros pour un article dans les Échos avec un lien vers votre site. C'est un budget. À côté de ça, vous avez des petits annuaires sur lesquels vous allez avoir des liens gratuits et vous en avez sur lesquels vous allez commencer des liens à 25-30 euros. Il y a de tout. Du gratuit, du payant. Je ne dis pas qu'il faut payer tout le temps, hein. Mais c'est un travail de longue haleine fastidieux que d'aller le faire. Il y a une autre question de David que j'allais poser, donc on est connecté. Allez-y. Est-ce que les réseaux sociaux rentrent dans le référencement naturel, et notamment quand on met les liens en bio? Pas du tout. Voilà. Absolument pas. Et quand vous mettez les liens, non seulement ça ne sert à rien pour le référencement naturel, mais en plus, c'est contre-productif par rapport à l'algorithme des réseaux sociaux. Pourquoi ça ne rentre pas en compte? Parce qu'au niveau des acteurs américains, vous avez 3 grands ennemis, dans ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook. Google et Facebook se font la guerre. Donc tout ce que vous ferez sur Facebook ne sera pas vu au niveau référencement comme un signal fort. Et qui plus est, quand on sait comment fonctionne l'algorithme d'un réseau social, que ce soit du Facebook, du LinkedIn, qui sont les deux sur lesquels c'est possible, si vous mettez dans la publication des liens vers une source, vers un support extérieur, vous aurez moins de visibilité. Si vous devez mettre un lien, il faudrait le mettre en commentaire de l'article. Et si je me fie à ce que j'ai vu ce week-end, ne pas être le premier à commenter son propre article et attendre que quelqu'un ait déjà commenté pour mettre le lien. Donc par définition, non. Les réseaux sociaux sont un atout d'audience. Ça aura un impact au niveau de la lecture de Google parce que Google verra qu'il y a de l'audience qui ne vient pas de lui. Donc, ça le rassurera. Mais ça n'aura pas d'incidence sur le classement en référencement. Voilà, très clairement. Donc le rôle des réseaux sociaux est différent. Enfin, ça nous permet de recruter, mais dans le cadre de la sphère réseaux sociaux. C'est une acquisition d'audience, mais ça n'entre pas en compte dans le référencement. Il y a beaucoup de trucs, d'éléments sur lesquels il y a à la fois de la mystique, il y a aussi beaucoup de désinformation, et je le déplore, de la part de consultants, de formateurs, de prestataires divers et variés. Hein. Je m'inclus dans le lot. Mais clairement, je vous dis tout de suite, non, ça n'a pas d'incidence. Alors, si on devait regarder un peu, alors c'est sympa, c'est en anglais, ça fait de suite vachement plus sérieux de le regarder. Qu'est-ce que c'est que du référencement naturel? Content, c'est du contenu. Stratégie, bah oui, on réfléchit à ce qu'on va faire. Le link, les liens, les social networks, un tout petit peu, comme je vous l'ai dit. L'optimisation du site, très important. Le web design, les choix techniques en amont sont importants. Software development, c'est le choix de l'outil. Sitemap optimization, comment est pensé le site au niveau de la hiérarchie de ses pages. Keyword research, quels mots-clés on a utilisés. Ranking, comment est-ce que votre site est vu? Autant d'éléments et le trafic. Plus vous avez d'audience, mieux vous êtes référencé. Et si les gens se plaisent sur votre site et restent longtemps, vous montez. Le référencement naturel, c'est tout ça. Mais en réalité, tout ça, ça se résume bien dans les 3 éléments que je vous ai donnés. Optimisation technique, optimisation sémantique, popularité et autorité. Il n'y a depuis 20 ans jamais eu d'autres critères. Soit c'était que du contenu, soit c'était que des liens, soit c'était que des choix techniques. Mais dans tous les cas, ça tourne autour de ça. Attention aux mauvaises pratiques. Je donne des exemples, mais qui sont pour moi complètement désuets. Le texte blanc sur fond blanc. La page où on a répété 50 fois le même mot. Autant d'éléments dont on voit de suite que c'est une pratique qui a pour but de gruger Google, dont la finalité peut être chez Google de vous êtes gentil, vous dégagez. Voilà, vous dégagez, ça veut dire en clair, vous n'êtes plus référencé. Je vous pénalise, je vous enlève de mon index. Vous imaginez l'incidence d'une pénalité de référencement sur votre business quand vous êtes bien référencé. D'où le fait de dire attention, il y a des éléments sur lesquels il faut être vigilant. Et attention, j'ai vu quelques petits malins il n'y a pas si longtemps qui vendaient du rêve à des clients en leur disant regardez, avec notre algorithme génial, magique, vous êtes en première page de Google pendant 24 heures jusqu'au moment où Google détecte un truc et vous dégage. Et quand il vous dégage, pour revenir, il faut des mois et des mois. Donc on ne triche pas. Ce n'est que ces critères-là qui comptent. Il y a David qui vient apporter un petit conseil à la communauté. Si ça peut aider les autres participants, l'extension Chrome Ubersuggest m'a permis de voir le nombre de liens qui pointent vers notre site. Alors, vous en avez d'autres aussi. Alors, le Ubersuggest qui permet ça. Le Ubersuggest permet surtout aussi, ça servira beaucoup le Ubersuggest pour les mots-clés à utiliser sur son site. Voilà. Le nombre de liens qui pointent. Alors, David, si vous voulez, ce qui va être vachement intéressant, c'est pas de connaître le nombre de liens qui pointent vers votre site, c'est de regarder par rapport à vos concurrents qui sont bien référencés où est-ce qu'ils ont des liens et de regarder s'il y a des endroits où ils ont des liens, vous pourriez en faire aussi. Petit tuyau qui vaut ce qu'il vaut.
On est en capacité aujourd'hui d'avoir tout un process, j'appellerais avec des mots savants d'ingénierie inverse, où on fait un peu d'espionnage sur comment fonctionnent nos concurrents, quels sont les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés, on arrive à le savoir, quels sont les liens qu'ils ont, et à partir de là, on est capable d'aller se dire, eh ben voilà, on va bosser comme ce qui marche, en allant se référencer à tel et tel endroit, et en utilisant tel et tel mot-clé. Aujourd'hui, on a des outils de big data qui sont assez puissants là-dessus. Le problème, c'est qu'ils sont un peu chers, mais on a de très très bons outils qui nous permettent, nous, d'avoir un cadre de stratégie, en fait, qu'on est capable de dérouler. Voilà. Mais l'outil n'est pas suffisant en lui-même. L'outil donne l'information. Moi, j'ai une autre question. C'est la mienne. Je t'en prie. On voit que c'est... Bon, sur la slide d'avant, on voit bien que c'est un travail colossal et complet. Pour les... Voilà, on a des boîtes d'une taille relative... Enfin, on n'a pas des énormes structures. Qu'est-ce que tu nous conseillerais d'internaliser ou pas? Enfin, qu'est-ce qui est important de maîtriser selon toi pour une entreprise? Est-ce que la création de contenu, c'est aux entreprises qui connaissent leurs produits de le gérer? Très, très clairement, aujourd'hui, je suis désolé pour le propos que je vais vous tenir, il est très orienté, je m'en excuse. Vous allez voir, on va avoir pas mal de leviers cet après-midi de génération web marketing. Celui-là, le référencement externalisé. Le coût de l'externalisation sera toujours plus intéressant que l'internalisation parce que malgré tout, vous n'aurez pas les bons réflexes et les bonnes pratiques. Je m'explique encore une fois. Et je trouve la suggestion du Uber Suggest très bonne. Ça vous a donné une information. Mais cette information, elle ne fait pas tout. Donc hélas, il va falloir, à partir de cette information, en faire quelque chose. Et c'est ce faire quelque chose qui est compliqué, qui demande du temps. Pourquoi je dis qu'il faut externaliser le référencement? Au moins au début, pour le coup d'accélérateur. Si vous ne le faites pas au début pour le coup d'accélérateur, vous allez ramer sur du sable pendant longtemps. Parce que si on est capable d'intervenir sur le site au plan technique, rattraper éventuellement des conneries de mauvaise conception, si on peut déjà savoir les spots sur lesquels on peut aller vous référencer pour gagner du temps, qu'on a nos fonctionnements de rédaction, c'est certainement parmi tous les leviers dont on va parler le cadre le plus porteur et le plus rapide. Voilà. Je pense sincèrement qu'on peut arriver à quelque chose qui peut aller plus vite que ce qu'on s'est fait. Ça, pour moi, l'internalisation du contenu, si vous n'avez pas quelqu'un qui a la facilité de l'écriture, c'est complexe. C'est très complexe. On fait appel à des personnes qui ont fait, voilà, qui sont plutôt de culture littéraire quand même, pour faire de la rédaction. On est loin de la fiche technique. Donc là-dessus, je le dis sans état d'âme. Et après, il y a d'autres choses peut-être qui vaudra le coup d'internaliser. Il y a clairement des choses. Moi, je vous donne un exemple tout bête aujourd'hui, pour le dire de manière cash. L'emailing et les réseaux sociaux, ça se fait en interne. La compétence réseaux sociaux, on ne va pas chercher le petit community manager qui vous a fait rêver parce qu'il a posté 4 stories. Non, ça, on le fait soi-même. Poster les stories, c'est la maîtrise technique. Le message à l'intérieur, c'est vous qui le maîtrisez. L'emailing, pour fidéliser ses clients, on le fait soi-même. On vous montre, on vous forme, ce n'est pas la question, mais vous maîtrisez votre data client. Les canaux comme ça, attention, que vous soyez en contrôle de ce qui se passe, oui, ça c'est indispensable, mais ne vous embarquez pas dans l'aventure de se dire j'internalise tout, vous n'avez que 24 heures dans une journée, et là-dessus, ça demande des connaissances et des vécus très lourds. Voilà, très 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 lourd. Juste pour vous donner un rappel, voilà, grosso modo, ça c'est les stats d'audience qu'on devrait avoir de manière lambda pour un site, à savoir les moteurs de recherche devraient représenter au moins 40% de l'audience. Site référence, ça pourrait être toutes les autres personnes qui parlent de vous, mais ça inclut un petit peu dans Analytics les réseaux sociaux. Et les directs, c'est les gens qui tapent directement l'adresse du site. Ou qui arrivent depuis un email, ou là depuis un post. Voilà. Donc normalement, dans votre secteur d'activité, on a un bon 40% qui doit venir du référencement naturel. Et c'est une audience dont on va se rendre compte qu'en termes de coût, c'est la moins onéreuse. Avant de passer au référencement payant, peut-être il y a une dernière question de Céline qui est assez précise. Est-ce que donner un nom ou une phrase cachée à une photo est une bonne technique pour le référencement? Alors, ce n'est pas caché, c'est ce qu'on appelle un alt, c'est une balise complémentaire qui permet, au départ, les balises alt servent pour, par exemple, les non-voyants ou tout ce qui est personnes qui auraient une déficience, ou par exemple les enceintes connectées, qui ne voient pas l'image mais qui vont dire ce qu'il y a dessus. C'est une bonne pratique d'avoir de l'enrichissement de l'information photo, de la photo avec ce qu'on appelle donc la balise alt. Voilà, tout comme le titre et le nom de l'image seront une bonne pratique. Vous savez,
Le référencement dans les pratiques sur le site, c'est comme un contrôle technique de la voiture. Je peux vous lister 50, 60, 100 bonnes pratiques. L'enjeu, c'est de toutes les mettre en place, en plus du lien et en plus des contenus. Elles ne seront jamais autosuffisantes. Mais oui, ce sont des bonnes pratiques. Et je vous donne un peu plus loin par rapport à ce qu'on disait ce matin sur les choix des outils. Si le CMS, l'outil de conception de site que vous avez, ne vous permet pas de mettre ce nom-là pour l'image, bah vous êtes piégé, pour être poli. Parce que par définition, c'est une fonctionnalité qu'ils n'ont pas développée, tant pis pour vous. Je ne vous parle même pas, et je laisserai le suspense là-dessus, des microdonnées enrichies, des microdonnées structurées qui existent au niveau de Google, qui permettent de définir un produit, qui sont quand même vachement utiles dans la façon dont Google les voit, ou du fait que vous liez les avis Google de votre site, de votre page Google My Business avec votre site, ce qui permet aussi de montrer une dynamique au niveau des avis assez forte et qui adorait. Si vous avez une solution qui techniquement ne le permet pas, bah vous vous tirez une balle dans le pied. Vous voyez mon propos de ce matin, quand c'est gratuit, on en a pour son argent, vous le retrouvez là, sur les mauvais choix de CMS au départ. Et je suis vraiment désolé pour ceux sur qui j'appuie là où ça fait mal, c'est vraiment pas le but, mais c'est vraiment un constat que nous, on doit donner de manière factuelle. Ce matin, je disais, voilà, moi, je ne fais pas de référencement pour des sites Wix, c'est parce que la partie optimisation technique, on ne peut pas la faire, on sait qu'elle est mal faite. Donc, on sait pertinemment qu'on va travailler un peu sur les liens, un peu sur le contenu, mais finalement, vous allez passer à côté de l'essentiel à ce niveau-là. C'est très limite sur Shopify aussi. Voilà, sachez-le. Alors, le référencement payant. C'est bizarre, il n'y a pas eu la question de piège à laquelle je m'attendais sur le référencement naturel. Je suis un peu déçu. Elle va peut-être venir. Ouais, j'espère. J'espère. Il y a une que j'attends. Alors, le référencement payant. 2 grandes régies dans le monde. On va parler de la première, la plus grosse régie publicitaire au monde, qui est Google. On est d'accord, dans le référencement payant, tout le monde a compris que ça avait un coût. Puisque c'est payant. Voilà. Comme disait l'autre, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. La pub Google, on va la retrouver au-delà de ce qu'on a vu ici sur le bord, là, en annonce textuelle. Même si mon slide date un peu, une annonce textuelle, on va retrouver ça. Pour la faire simple, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, dans l'ordre, on a une affiche publicitaire, on a une bannière publicitaire sur le New York Times. C'est de la pub Google. On a une annonce publicitaire sur une vidéo YouTube. C'est de la pub Google. On a un élément produit issu de Google Shopping où on voit des produits, des prix, des évaluations, autant d'éléments qui nous pousseraient à cliquer pour aller vers le site en question. C'est de la pub Google. Ce que je veux rappeler par là, c'est que Google, ce n'est pas simplement de la pub sur le moteur de recherche. C'est tout ça. Quand on parle de gérer de la pub Google, on peut aussi bien faire ce qu'on appellera du search en anglais, donc de la pub dans le moteur de recherche en tant que tel, du shopping, où on va afficher notre catalogue produit avec ces éléments importants, le prix, le stock, la dispo, et on aura de l'internaute redirigé. On va avoir des visuels de la bannière qu'on va pouvoir afficher sur des leviers médias qu'on pourra sélectionner. Et on va aussi avoir, pour ceux qui le souhaitent, de l'affichage de micro-vidéos ou d'éléments de pub sur YouTube qu'on pourra également sélectionner. Google est la première régie publicitaire au monde. Rappelez-vous ça, quand on parle de campagne Google, il faut bien regarder de quoi on parle. Voilà. Tout étant géré potentiellement au sein de la même interface et tout étant géré au sein du même budget. Avec une particularité qui est qu'on ne fait pas un chèque en blanc, on lance une campagne. Vous verrez, le plus important et celui qui nous fait le plus stresser quand on paramètre une campagne, c'est le moment de rentrer la carte bleue. Voilà. On définit le budget qu'on est prêt à dépenser, soit par jour, soit par mois. Le open bar, en général, on évite. Voilà, mais on donne les budgets. Et à partir de là, la campagne se lance. Voilà. C'est très simple dans le principe. Surtout dans le principe. Voilà. Mais rappelez-vous bien qu'une campagne Google, elle peut avoir plusieurs axes de développement. En recherche de notoriété, on peut faire de la bannière. Vous avez un produit que vous voulez valoriser par de la vidéo, vous pouvez faire ça. Vous avez un catalogue shopping, un catalogue produit. Moi, c'est un canal que je recommande à tous mes clients, le Google Shopping. Voilà. Vous avez un canal recherche avec le search. Selon votre secteur d'activité, vous regarderez un petit peu. Selon vos attentes aussi. Recherche de notoriété, transformation, on est sur des attentes différentes à chaque fois. Alors, point super important.
qui a surtout été intéressant, c'est que là, avec Google, on a eu une vraie révolution qui est arrivée au niveau du monde publicitaire. Parce que c'est la première fois qu'on avait des canaux publicitaires que l'on payait au nombre de visiteurs qu'ils ramenaient réellement. C'est-à-dire que ça a été la mort du papier, de la télé, sous certaines formes, du média classique, puisque là, d'un coup, on payait sur de la performance, à savoir le nombre de visiteurs. Notre critère sera, peu ou prou, toujours le même. Combien je suis prêt à payer du visiteur. Alors les avantages, bien sûr, il y en a. Vous attirez de nouveaux clients. Vous êtes visible où vous le souhaitez. Vous attirez la bonne audience au bon moment et vous maîtrisez vos coûts. Alors, attirer de nouveaux clients, tout le monde le voit bien. On affiche, voilà. Vous êtes visible où vous le souhaitez. Il faut savoir que vous choisissez où est-ce que vous voulez être. Vous pouvez sans cesse donner des critères où vous mettez toujours un filtre géographique. Je ne veux apparaître qu'à Montpellier. Je veux faire de la pub YouTube uniquement sur des gens qui s'intéressent à ces sujets, quels que soient les sujets, voilà, et à Montpellier. Je ne veux apparaître en pub que pour des gens qui sont montpelliérains et qui consultent des médias. On va géolocaliser. Je ne veux apparaître en pub Google classique, je prends mon exemple de la pizzeria, que à Montpellier et que de telle heure à telle heure, parce que quelqu'un qui cherche une pizza à 3 heures de l'après-midi ne m'intéresse pas. Vous voyez? On va affiner au maximum. Toujours la bonne audience au bon moment. Et on maîtrise les coûts. Maîtriser les coûts, ça veut dire qu'on va toujours maîtriser combien on est prêt à payer du visiteur. Jusque-là, c'est bon. Les concepts de base sont toujours assez perturbants, notamment sur la maîtrise des coûts, en général. Résultat immédiat. Voilà. On n'attend pas des mois pour voir ce qui se passe. Paramétrer une campagne, je dirais dès le lendemain, maximum le lendemain, vous avez des retours. Je n'ai pas dit que les retours seraient géniaux, hein. Je dis que vous avez des retours. On a une gestion très précise du budget, à l'euro près, sans engagement dans le temps. Vous êtes convaincu de ce que je vous dis. À 16h et quand on termine, vous lancez une campagne. À 18h, vous dites ce mec m'a raconté n'importe quoi. Vous retournez dans la campagne, vous appuyez sur j'arrête, c'est fini. Vous avez des stats très précises. Et vous avez peu ou prou un trafic très qualifié, puisque vous allez pouvoir choisir sur quoi vous voulez annoncer. À la fois sur le levier de la visibilité et à la fois sur le levier où, par exemple, vous voudriez ne mettre que certains de vos produits et pas tous. Ou ne pas apparaître sur des gens qui cherchent un produit associé au mot gratuit, par exemple. Voilà. Là, on est sur les grands enjeux. Maintenant, on va rentrer encore un peu dans le détail, parce que vous allez avoir des éléments de vocabulaire. On va parler de coût par clic. Tant qu'il n'a pas cliqué sur ma pub, je ne paye rien. Quand il clique, je paye. De coût de CPM, c'est un vieux rappel de ce qui était avant la pub classique, c'est le coût pour 1000 impressions. Donc, on a des fois où on va pouvoir acheter de la pub par paquet de 1000 fois que la bannière est affichée. Et on va voir le CPA, le coût par acquisition. Le CPA, ça veut dire qu'on pourrait même dire, moi je suis prêt à payer tant pour quelqu'un qui s'inscrit à ma newsletter, ou je suis prêt à payer tant pour une personne qui commande chez moi. Je suis prêt à définir un coût par commande. Et à partir de là, ma campagne va travailler en conséquence. Lancer une campagne, on peut avoir un objectif de notoriété, de trafic qualifié. Donc notoriété, je pars de zéro, j'ai besoin de me faire connaître, il faut vraiment que j'annonce le plus possible. C'est en général ce qui va consommer du budget maximum. Trafic qualifié, je veux l'audience que je vais affiner. On est quand même sur un niveau de performance sur lequel on n'est pas encore sur la vente. Vente en ligne, je vais choisir des canaux liés à mon action d'achat direct. Action de l'internaute, ça pourrait être des gens dont je veux pas forcément qu'ils achètent de suite, mais dont je veux qu'ils renseignent un formulaire chez moi pour s'abonner à quelque chose, parce que je sais que dans le temps, je vais les transformer. L'exemple de l'action de l'internaute, c'est le régime minceur, par exemple. Je ne veux pas qu'ils achètent de suite, mais je veux qu'ils renseignent le questionnaire, parce qu'après, je sais que je suis très fort pour les traiter. Voilà. Si on raisonne sur les sujets d'aujourd'hui, on sera beaucoup plus sur le trafic qualifié et la vente en ligne. Il y a une question de Marie-Laure Bien sûr. Qui se demande si ce type de publicité concerne vraiment les produits agroalimentaires. Oui, sur Google Shopping, oui. Oui, sur Google Shopping, ça concerne vraiment les produits agroalimentaires. Après, toujours pareil, selon la typologie, je donne un exemple tout bête dans le produit agroalimentaire. Et si vous êtes aujourd'hui un fabricant de foie gras
de renom, vous allez faire de la campagne de notoriété de trafic qualifié au moment des fêtes pour être sûr de générer de l'acte d'achat. Peut-être que l'acte d'achat ne se fera pas sur votre site, mais vous allez l'utiliser pour ça. Ou que ce soit sur du vin ou des produits avec une saisonnalité ou avec un acte précis. Mais oui, si vous êtes sur de l'agroalimentaire, très clairement, moi je recommanderais Google Shopping. Je serais plus mitigé sur les autres leviers, je vous l'accorde et je le confesse, mais par objectivité, je vous les présente. Par contre, ouais, sur Google Shopping, oui. Sans état d'âme, puisque l'internaute aura vu le produit, le prix, la dispo, les avis des copains, et quand il va cliquer, il sera redirigé vers la fiche produit chez vous. Et ce sera certainement l'élément sur lequel vous maîtriserez le mieux vos budgets en termes d'acquisition. Sur les autres, je suis là pour vous dire que ça existe. Voilà. Les objectifs des campagnes. Choix des mots-clés. Très important. Budget quotidien. Budget maximum que je suis prêt à payer par visiteur. Rédaction de l'annonce, du texte, pour ceux qui vont faire ça. Et la qualité de la page sur laquelle je redirige. Une page lente, une page non conforme aux yeux de Google, aura aussi des contraintes par rapport à la campagne pub. Donc tout ce petit monde a la même logique. Toujours pareil, en règle générale, on achoppe sur un point qui est le montant et le budget. Parce qu'on ne sait pas combien on va payer et combien on doit payer. Je vous donne un exemple tout bête. Si aujourd'hui vous faites un événement, vous participez à un événement, à un salon, vous savez combien va vous coûter le salon. Vous allez voir à peu près combien de clients nouveaux ça vous a généré. Et éventuellement, combien de chiffres d'affaires vous avez fait. Soit vous êtes en vous dire, moi, les clients ne reviennent pas, il faut juste que je mesure mon ratio entre ma dépense globale et mon chiffre d'affaires. Et je sais qu'il me faut tant, je ne peux pas dépenser plus par commande. Tout le monde a bien vu, un chiffre d'affaires, vous avez fait 10 commandes à temps, voilà, vous savez combien vous allez dépenser par commande. Soit vous savez que vos clients vont recommander dans le temps, ce qui est le cas d'un produit agroalimentaire, normalement, qui n'est pas un produit d'achat unique, et auquel cas vous savez combien vous allez payer pour acquérir du client. C'est juste en fait que ce calcul-là, on le fait rarement, mais on peut le faire sur tous les canaux. Demain, vous êtes exposant une bêtise à la Foire de Paris. Dans cet exemple-là, il vaut ce qu'il vaut. La Foire de Paris, elle vous coûte tant. Vous avez généré tant de nouveaux clients. C'est facile de savoir combien vous a coûté chaque client. Au bout d'un an, vous vous dites tous les clients de la Foire de Paris sont revenus, ils ont recommandé tant de fois. Donc, sur l'année, ils m'ont représenté tel chiffre d'affaires. Donc, c'est intéressant. Je peux aujourd'hui capter du client à tel budget par client. Est-ce que tout le monde me suit dans ma démonstration? Parce qu'elle est très théorique comme ça, donc je peux comprendre qu'elle soit un peu perturbante. Pas de questions là-dessus? Pas d'objection. Pas d'objection, voilà. Mais que ce soit clair pour toi, Mélodie, c'est une chose. Mais ce que je veux savoir, c'est si c'est clair pour les gens. Mais en tout cas, il ne se passe rien sur le chat, donc ils écoutent religieusement. Ok, à partir de là, on sait combien on est prêt à payer du visiteur sur un site, puisque je sais qu'en gros, il me faut 100 visiteurs pour faire 3 commandes, par exemple. Donc, j'ai un achat toutes les 30 visites. Donc, une visite, si elle me coûte tant, c'est ce montant-là fois 30 que je dois assimiler pour mon coût à la commande, et je me dis, OK, voilà combien je vais dépenser dans Google. Étant entendu que la particularité, c'est qu'on fait des campagnes qu'on peut lancer, arrêter, et qu'à contrario, on peut aussi laisser tourner sur l'année. Petit élément, c'est l'enchère. Donc, ce qui veut dire que pour être mieux placé que les autres, il va falloir payer un peu plus cher que les autres, dans certains cas. Sauf si vous avez limité géographiquement, vous avez limité sur des plages horaires, que je ne suis pas convaincu qu'on a, par exemple, je prends l'exemple du foie gras, on achète du foie gras au mois de juin, c'est peut-être moins fréquent qu'en fin d'année, donc on peut concentrer ses budgets à différents endroits. Voilà. Donc si on rappelle, attirer de nouveaux clients, soyez visibles, les 4 piliers, les mots-clés, les annonces, les pages d'arrivée et le montant. C'est les premiers leviers publicitaires au monde qui ont été bâtis sur le fait qu'on puisse non plus dépenser mais investir, parce qu'en plus, vous avez des outils d'analyse pour mesurer au jour le jour ce qui se passe. C'est d'autant plus angoissant que vous dites, merde, là je vois le compteur qui tourne et ça me coûte du fric, ça ne me fait pas de commande. Or, en général, quand on est sur un salon et qu'on voit personne la première demi-journée, on ne calcule pas sur un salon de 2 jours qu'on a bouffé un quart du budget et que ça fait 0 de chiffre d'affaires. Psychologiquement, ça ne rend pas compte. Oui, il faut peut-être pas hésiter à mettre en miroir les canaux traditionnels publicitaires qui sont hyper onéreux. Ce qui se passe. Quand on met en miroir les canaux traditionnels, souvent on arrête certains canaux traditionnels parce qu'on ne mesure pas la performance, notamment tout ce qui est pub papier, des trucs comme ça.
dont on ne mesure pas le chiffre d'affaires direct. Deuxièmement, ça paraît bête, mais quand on commence à toucher à ça, je n'ai pas un client qui, au bout de quelques mois, même si nous lui gère les campagnes, ne soit pas autonome et soit pas avec une analyse aussi fine que celle que je viens de vous faire, parce que c'est super addictif et que ça change tout. Je prends l'exemple tout bête. Google nous a dit quels étaient les mots-clés cherchés par les internautes. Vous vous rendez compte, on nous a offert une étude de marché. Ben, je ne suis pas bête, je vends du miel, je viens de me rendre compte qu'il y avait plus de recherches faites sur tel type de miel que tel type de miel. Eh ben, je vais faire celui qui est cherché par les internautes. Je vois bien que ça correspond à un besoin. Vous voyez? Utilisons le système à l'envers. Voilà. Ça, c'est le mode de fonctionnement de Google. L'autre pendant, au niveau de la pub, c'est celui-là. C'est nos petits copains de Facebook. Alors, on a quoi? Facebook Ads, pareil. Résultat immédiat, instantané, gestion précise du budget, les stats et le trafic. Alors, Mélodie, je te rassure, hein, Facebook Ads et Instagram, même combat. Google et YouTube, même combat. Donc, par rapport à la génération Z de tout à l'heure et à ses habitudes, voilà, à part la régie pub qui est en train de se lancer de TikTok et qui arrivera demain, parce que celle de Snap, je ne crois pas trop, et Twitter, on peut oublier, on a déjà là couvert les plus gros leviers. Hein. Facebook, Insta, WhatsApp, et du côté Google, YouTube, on a aussi. Hein. Ce qui est valable, voilà, ça se pilote au même endroit. Alors, pareil, pour le lancement de la campagne, on se pose des questions. On va choisir directement chez Facebook, qui est peut-être un peu plus intuitif, comment on paramètre sa campagne. Est-ce qu'on veut chercher de la sensibilisation, de la conversion? Est-ce qu'on veut chercher de la considération? Voilà, c'est... Voilà. Bien sûr, vous aurez les slides, hein, donc je ne m'attarde pas dessus. On va définir le calendrier, le budget quotidien, voilà, la période. On va définir où est-ce qu'on veut apparaître, sur Instagram dans les fils, sur Facebook à différents endroits, sur l'audience network, c'est-à-dire là où il y a de la vidéo complémentaire, on peut choisir où est-ce qu'on veut apparaître. Ne vous inquiétez pas, ils ne vous manqueront pas de vous proposer des solutions. On va lancer sa campagne, c'est-à-dire en gros une image, un texte, une description, un titre, un lien qui lui aura du sens. Là, on n'est pas dans le cadre de la présence classique réseaux sociaux. Donc, on aura un lien vers un de l'externe, ils s'en foutent puisque vous payez. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. Hein. Et dès comme ça, on en est abreuvé tous les jours sur nos murs Facebook. Hein. Ou voir sur nos fils Instagram, on en voit passer des pubs sans cesse. Voilà. Donc là, on a typiquement les deux régies les plus importantes au monde pour gérer de la pub. Alors, ce qui m'intrigue, il n'y a aucune question. Pour sujet total? Non, peut-être pour là, pour l'instant, on est vraiment sur le recrutement, comment amener les gens sur notre site. Ouais. Peut-être qu'il y a des questions sur une fois que. C'est surtout ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de questions sur les budgets. Ils écoutent, mais en fait, ils ont plein d'argent. Ils ont alors bon, très bien. Alors voilà, sachez que bien évidemment, ce sont des canaux qui ont leur importance et qui ont des coûts. Alors, petit focus rapide sur les marketplaces. Parce que pour moi, même si on n'est pas sur un canal à proprement parler d'acquisition de clients, on a un moyen détourné de s'en servir. Voilà, je fais ce focus-là. En plus, bon, je ne suis pas objectif puisque nous, on est éditeur d'une solution de techno qui permet d'aller sur les markets. Donc, je fais rapidement le bridge là-dessus. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez travailler sur notamment sur Amazon, mais c'est valable sur d'autres également, vous allez pouvoir créer dans certains cas des boutiques à vos couleurs. Vous allez pouvoir travailler votre image de marque. Il faut penser que je vous ai montré la régie Google Shopping. Vous avez une régie Amazon Ads qui a un fonctionnement pareil en interne, qui ne permet pas de renvoyer vers votre site, mais qui permet de renvoyer vers votre boutique Amazon. Or, les études que l'on a menées démontrent que un site e-commerce bien fait, couplé sur l'agroalimentaire même, si ce n'est pas le canal le plus développé, on le sait là-dessus, a une stratégie de référencement, un peu de pub shopping. Je suis plus mitigé sur la pub Facebook, mais elle se réfléchit. Une boutique marketplace présente va faire que les gens vont retrouver la notoriété de votre marque en la voyant sur Amazon, taperont dans Google aussi
ou un achat deuxième après avoir commandé sur Amazon viendront vers votre site. Et vous pouvez aussi utiliser les marketplaces dans un temps 2 pour de l'acquisition de notoriété, donc de l'acquisition de clients vers votre site. Tu me Donc, suis? donc ce que tu dis, c'est que, en gros, le fait de se créer une boutique sur ces marketplaces-là augmente la visibilité Oui. Je dis sur que ça ces... augmente la visibilité. Je dis même qu'avant, et on pouvait avant, donc c'est révolu, mais ça vous donne une idée, on pouvait faire des liens depuis sa boutique eBay vers son site. Et ceux-là, c'était des liens qui étaient très suivis pour le référencement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enjeux là-dessous sous-jacents. C'est qu'aujourd'hui, quand on est sur ce genre de biais, bah déjà, ça permet de faciliter l'export. Voilà, tous les leviers marketing que je vous ai montrés sont très intéressants dans son pays propre. Imaginez quand il faut dupliquer les stratégies par pays, aller faire du référencement en allemand, en néerlandais, en espagnol, donc c'est-à-dire déjà dans les deux langues, en catalan et en castillan, c'est deux choses, en italien et ainsi de suite. Des fois, selon les canaux, il est plus judicieux d'avoir des stratégies de pénétration marché et pays plus simples. Attention, on arrive aujourd'hui, quand on parle d'Amazon, à faire du référencement dans Amazon sur les contenus textuels que l'on fournit et à faire du référencement payant. Je voulais juste faire cet aparté parce que sur les stratégies de conquête, pour moi, il ne faut pas l'occulter. On voit que les clients marketplace qui ont un site à côté font plus de chiffres sur les deux que ceux qui ne font pas cette stratégie-là. Voilà, je voulais quand même le dire, parce que ça me paraît super important de ne pas les occulter. Ça s'alimente et ça coûtera le prix de l'adhésion. Enfin, C'est très peu en termes de coût, le coût marketplace, c'est un coût d'adhésion et c'est le coût de la commission sur les ventes. voilà. Voilà. La seule particularité, c'est bien sûr que le client marketplace ne vous appartient pas. Tu l'as dit ce matin au niveau de la data. Il y a une particularité, c'est que tant que la logistique, vous la gérez vous, rien n'empêche que dans le flyer, dans le colis que vous expédiez, il y a le flyer avec une promo ou un élément particulier qui ramène le client vers votre site en deuxième commande. Ne jamais faire de mail vers un client sur un email @Amazon. Jamais. Ça, c'est mal. Il le voit de suite et vous vous faites dégager de suite. Par contre, le flyer dans le colis, sur toutes les markets où vous pouvez être, très bien. Et là, ne vous limitez pas en termes de nombre de places de marché. Si vous pouvez faire Amazon, Cdiscount, eBay, Rakuten, Price Minister et d'autres. Alors, sur l'alimentaire, c'est un peu moins bon. Non, mais je suis d'accord qu'ils sont moins bons. Mais par contre, ne vous limitez pas en nombre. Vu qu'il n'y a pas forcément de coûts élevés, plus vous serez visible large, mieux c'est. Voilà. Bon, il y a plein de réactions du coup. Donc, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas plein de sous. La question du budget titillait, mais en fait, ils n'osaient pas. Ah, quand même. Voilà. Et du coup, la question d'Emma, le budget pour ces publicités en moyenne est de combien? Je dirais que vous n'existerez pas sur Google, autre que Google Shopping, qu'on peut faire. Vous n'existerez pas sur Google aujourd'hui à moins de 1000 à 2000 euros par mois. Si vous avez vraiment de l'ambition sur Google, ce sera ça. Je pense que vous pouvez être en dessous sur Google Shopping. Je pense. Alors après, je vous donne une idée de budget. Ça ne veut pas dire que vous devez le dépenser. Vous pouvez démarrer une campagne Google avec 10 euros par jour, hein. Même moins. Simplement, vous aurez très peu de visites et très peu de clics. D'où ma suggestion de dire prioriser Google Shopping, qui est certainement le canal le plus adapté à vos leviers. Et comme vous avez des petits catalogues sur des univers de niche, je pense que vous pouvez vous en sortir pour du 300-400 euros par mois maxi. Il y a toujours moyen de réduire le budget ou de diminuer la taille de l'offre pour consommer moins. Au niveau de Facebook, même combat. J'ai connu, ma bonne dame, il y a quelques années, un Facebook pas cher. Aujourd'hui, la régie Facebook est en train d'exploser en termes de prix parce qu'il y a énormément de monde dessus. Donc, même combat en termes d'approche budgétaire sur Facebook. Toujours pareil, je vous donne là une estimation budgétaire qui est plutôt une estimation budgétaire sur de la présence nationale. À partir du moment où vous allez limiter, soit géographiquement, soit dans le temps, vos budgets vont se restreindre. N'oubliez pas par ailleurs qu'on ne balance pas le fric comme ça. On mesure à côté ce qui se passe. Donc, on fait un test. Si le test est concluant, on continue. Si le test n'est pas concluant, on arrête. Moi, j'ai vu des clients, il y a des années de ça, qui vendaient des poêles à bois, mal gérer du 2000 euros par mois dans Google et faire n'importe quoi, parce que pas formé, parce que voilà, peu importe les raisons, se former, être accompagné, alors par nous, par d'autres, peu importe. L'année d'après, ils avaient investi 4 fois cette somme. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire ils ont cramé 4 fois cette somme. Ils ont fait aussi 6 fois plus de chiffre d'affaires parce qu'ils maîtrisaient parfaitement leur campagne. On est dans la mesure. À partir du moment où le site permet de tout mesurer et d'installer les bons éléments que propose Google
et dont a besoin Facebook également, on mesure tout. On a aujourd'hui des capacités d'avoir des campagnes qui sont calibrées pour être liées à ce que vous indiquez comme performance souhaitée. Ça sous-entend aussi d'avoir des sites qui sont compatibles avec ça. Voilà. Le second, à part, c'est le référencement naturel. Vas-y, dis-moi. Une question de David qui fait écho à ce que tu disais à l'instant. Avec les coûts qui ont augmenté sur Facebook et Insta, quel est le meilleur format que vous avez identifié directement sur ces plateformes? Vidéo, post, sponsor, autres? Alors, le problème, le sponsor, si on parle du sponsor, ça va être de l'influence, souvent. Donc, c'est ce que tu marquais tout à l'heure sur l'Instagram en post sponsorisé d'influenceurs. C'est pas moins coûteux. C'est juste plus dans la tendance, plus dans l'air du temps, mais ça revient à faire du placement de produits et de la relation presse déguisée. Hein. Des influenceurs, ça peut valoir quelques centaines d'euros sur des micro-influenceurs, comme des milliers d'euros si vous voulez que Nabila mange votre produit. Hein. Je donne l'exemple, il est caricatural à l'extrême, je m'en excuse, mais on est sur des échelles de valeur. Je ne parle pas de l'individu, je n'ai pas de jugement, mais les échelles de valeur sont des milliers d'euros pour des stories et des posts. Donc, j'aurais tendance à dire, si je vous donnais une astuce sur Facebook, créer une communauté, créer des groupes, vous aurez plus de pertinence avec des groupes auxquels les gens vont adhérer pour les toucher. Je vous montrerai un peu après. Au niveau des formats, ouais, la vidéo sera toujours quelque chose de plus percutant, c'est sûr. Après, je vous dis, moi j'aime bien les formats produits. Tout ce qui est lié au produit, où on affiche clairement la couleur avec le prix. Donc les product ads, même ceux de Facebook, me paraissent plus pertinents. Parce que c'est très lié au shopping. Il y a une question de Cédric. Pour les Google AdWords, j'ai reçu un bon d'achat de 400 € de Google. Ouais. Je n'ai pas de budget à allouer en dehors de ça. Ça vaut le coup de les utiliser sans savoir. Je peux continuer à investir derrière. Ou faut-il que je me garde le coupon pour le moment où j'aurai besoin du budget? Alors, déjà deux choses. Le coupon, il a une date limite. Si vous avez un site web avec les bons outils de tracking et de test, donc vous pouvez bien mesurer, vous pouvez déjà faire un premier test de 400 €. Par exemple, voilà, moi je vous dis un test Google Shopping de 400 €, ça vous permettra de voir venir. Toujours pareil, 400 €, il faut voir comment on va chercher la rentabilité. Est-ce qu'on doit faire, on est d'accord, 400 € de marge, pas 400 € de chiffre, puisque vous verrez la pub sur la marge et pas sur le chiffre, pour se dire on est à l'équilibre, on a dépensé 400, ça nous a rapporté 400, bon, ok. Ou est-ce qu'on est en train de se dire, Cédric, je ne connais pas votre produit, je dépense 400, il faut que je passe 1000 ou 1005 de marge. C'est des spiritueux. Ah. Elodie, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Oui, ce sont des spiritueux. Alors, sur des spiritueux, partez du principe que ce qui va être intéressant, c'est combien de nouveaux clients vous allez pouvoir capter avec ces 400 € pour que les gens recommandent dans l'année. Le spiritueux, quand tu n'en as plus, on en rachète. Que ce soit du vin, de l'alcool, voilà, digestif, quel que soit le produit, de la bière. Voilà, donc ce qu'il faudrait calculer, c'est combien commande un client par an chez vous. Combien de fois il commande par an chez vous. Et à partir de là, vous verrez comment vous utilisez vos 400 €. Moi, je reste convaincu. Alors, spiritueux, attention, la loi est 20. On est quand même dans un cadre extrêmement réglementé pour afficher de la pub sur les réseaux sociaux et sur tous les biais pour pousser les gens à la consommation d'alcool. Vous êtes sur des canaux très, 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 très réglementés. Je ne suis pas convaincu que ce soit si simple que ça de faire de la pub pour des spiritueux. Voilà. Privilégiez peut-être le référencement naturel là-dessus. Voilà. Pensez que c'est des supports américains, donc ils sont très sensibles à tous ces éléments au niveau restrictif, au niveau de l'alcool. Voilà. Prudence. Après, je rebondis un peu là-dessus parce que, sachez-le, à la lumière de ces éléments-là, peut-être que dans certains cas, le référencement naturel n'est pas inadapté non plus. Hein. Je le dis pour mémoire, le référencement naturel. Je vous donne un exemple. Nous, on a des grilles de tarifs qui démarrent à 3 000 € l'année, qui vont en gros entre 3 000 et 10 000. Mettez-vous ça derrière l'oreille en année 1 parce que par rapport au budget, selon les canaux que vous allez avoir au niveau de l'ADS et compagnie, ce n'est pas forcément inintéressant. Je parle pour moi, mais on est dans les prix marché. Hein. Donc, c'est super important de savoir que la pub n'est pas un canal bon marché. Une agence de pub qui devrait gérer votre budget, elle ne gérera pas un budget de moins de 5 000, par exemple, à l'année. Parce qu'en dessous, elle n'aura pas de rentabilité. Donc ça, il vaut mieux bien l'avoir en tête. À 400, vous le gérez en direct. Toujours, passez pas par des tiers. Google vous aidera. D'autres questions? Il y a Céline. Je m'entends en écho. Il y a Céline qui dit.
Désagréable. Qui dit petite exploitation loin des points de retrait, dépôt et poste. Je suis bien loin de vos modèles. Est-ce que c'est tout ce que tu nous dis là, c'est réservé aux gros? Non, pas du tout. Pas du tout, absolument pas. Je ne vois pas en quoi ce que je dis est réservé aux gros, puisque par définition, vous pouvez faire de la pub hyper géolocalisée. Hyper géolocalisée. Moi, j'ai des clients qui vont dépenser 100 € par mois sur un Facebook pour faire juste une publication, pour remplir un resto avec un événement où ils ont fait venir un chanteur ou quelque chose, et en se disant, je vais afficher que pour les gens qui sont sur ma ville. Idem sur Google. Vous savez, les plus gros clients de Google, est-ce que vous savez qui sont les activités les plus gros clients de Google en France? C'est les toutes petites, enfin les TPE, non? C'est les serruriers et les Ah. plombiers. Voilà. Parce que quand vous avez pété la clé dans la serrure et que vous êtes coincé dehors avec un smartphone et que vous cherchez un serrurier, c'est eux qui sont les plus gros clients. Et le plombier, c'est pareil. Quand on a un problème avec de l'eau chez soi, en général, on est content qu'il intervienne en urgence. Ce n'est absolument pas des grandes structures, des choses comme ça. Et le serrurier, moi, qui intervient, parce que je l'ai vécu, hein, clairement, le gars, il faisait sa pub sur Google. J'ai tapé, je l'ai trouvé, j'ai cliqué, j'ai appelé, il est venu. Hein. Clairement, c'était un mec qui était à 4 rues de chez moi et qui est intervenu un soir à 20 h. Voilà, mais encore Oui, une donc fois, ouais. faut pas se dire. Moi, je vous donne des indications nationales. Après, il faut tout remettre en perspective. Si vous êtes sur une activité locale, prenons par exemple une problématique de click and collect ou une problématique d'épicerie fine de proximité, mais les canaux réseaux sociaux et les canaux dont je vous parle, c'est du pain béni. Parce que ça fonctionne très très bien par de la proximité. Vous n'allez pas annoncer à des gens qui sont à Lyon si votre métier c'est de vendre à ceux qui sont à Carcassonne. Vous allez juste annoncer à ceux qui sont à Carcassonne. Et auquel cas, votre budget, il est comprimé parce que vous n'affichez que à Carcassonne. Ouais. Donc en gros, il ne faut pas se laisser impressionner par le fait que ce soit des GAFAM, Ah, pas du mais tout. qu'au contraire, c'est très modulable en fonction. Complètement, complètement. Après, ce qui est très clair, c'est que c'est malheureux à dire, sans budget, vous n'existerez pas. On ne peut pas non plus exister sur Internet une fois qu'on a fait un site sans se faire connaître. C'est malheureusement une réalité. Je la déplore, hein, mais c'est une réalité. C'est ça que je dis, voilà, vous avez le levier du référencement naturel, vous avez les leviers de la pub. Voilà. Les autres leviers sont des leviers de fidélisation, mais ce ne seront pas des leviers d'acquisition. Si en plus, pour plein de raisons, vous ne voulez pas aller sur les marketplaces, où là, vous avez un pourcentage sur les ventes qui va vous être pris, vous allez vous compliquer la vie parce que malheureusement, on est dans un monde qui ne va pas tourner autour de mythe, d'une forme de gratuité. Hein. Ça ne marche pas. C'est clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Maintenant, ce n'est pas pour autant que c'est hors de prix. Je donne l'exemple de Google Shopping, ça fonctionne très bien. Très très bien. Petit catalogue, même à 3 produits, vous pouvez y aller. Hein. Alors, parler à ses clients. Là, par contre, on est sur des choses où les coûts sont proches de zéro. À condition d'avoir déjà des clients existants. Et à condition d'avoir une offre récurrente. Pour moi, on a 2 énormes leviers pour parler à ses clients en conquête. Un, l'email. Et alors, quand on dit ça à chaque fois, on a l'impression d'être d'une ringardise incroyable. Vous avez des gens qui ont déjà commandé chez vous. Vous avez des gens qui sont satisfaits de vos produits. Qui ont déjà franchi toutes les étapes que Mélodie nous a montrées en préambule de blocage à la commande. Ils ont déjà commandé, tous ces gens-là. Ils ont dit, OK, on veut bien recevoir de l'info. La plupart du temps, on oublie de leur parler. À minima, une fois par mois, vous devez avoir quelque chose à leur dire. C'est aussi un des fondamentaux du commerce. Et les solutions d'envoi de newsletter, elles peuvent même être gratuites. La seule chose qu'il vous faudra, c'est un peu de temps pour faire le petit message qui va bien. Même s'il n'est pas structuré, hyper pro, on trouvera toujours quelqu'un qui vous dira le bleu n'est pas trop bleu, voilà, c'est pas mis en forme comme il faut. Non, ne cherchez pas la perfection, cherchez la fréquence et quelque chose à dire. C'est le canal de fidélisation qui fonctionne le mieux au monde, email, de fidélisation. Par contre, oubliez tous les vendeurs de rêves qui vont vous expliquer qu'ils ont des méga bases super intéressantes de gens à qui vous allez pouvoir parler et qui vous n'ont jamais rien demandé. Là, je vous dis tout de suite, là, ouais, vous allez balancer du fric sans succès. La fidélisation par l'email, c'est un canal qui est génial. Simple, basique, complètement maîtrisable. Vous avez des solutions qui se connectent automatiquement avec votre site internet, qui permettent de récupérer automatiquement la base de données client, ça se fait tout seul.
Toujours pareil, à condition d'avoir choisi la bonne solution en amont, qui soit compatible avec ce qui peut exister de solutions d'emailing en France. Je pense à Sendingblue, par exemple, qui est une solution française Ben qui voilà. marche très très bien. Jérémy en parlait. Voilà, mais je réponds, Sendingblue est une excellente solution, dont il existe une version gratuite, à condition qu'on accepte d'avoir le logo de Sendingblue dessus, sur des petits envois et des petits volumes. C'est parfait. C'est parfait. 300 mails par jour, apparemment, gratuit avec ces mails. Voilà, ça peut aller. Hein. Voilà. L'autre levier gratuit pour vous rappeler au bon souvenir de vos clients, ce sont les médias sociaux, mais pas sur le volant publicitaire, sur le volant communautaire. Je vais inviter les gens à me suivre. Alors la page, on a 3 niveaux, le profil, la page, le groupe. Le profil, c'est vous, la page, c'est votre structure. Le groupe, c'est une fédération de gens avec un intérêt commun. Si vous pouvez arriver à fédérer vos clients dans un groupe, c'est jackpot. Parce que quand ils sont membres d'un groupe, les publications au sein du groupe apparaissent plus facilement sur leur mur Facebook que les vôtres ou celles de la page. Profil, l'individu, la page, l'entreprise, le groupe, la communauté d'intérêt. Ne pas y aller, c'est suicidaire. C'est gratuit et vos concurrents y sont déjà. Voilà. C'est gratuit, ça coûte quand même le community manager potentiellement en interne. Toujours en interne, jamais en externe. Oui, en interne. Ah ben, ça coûtera du temps. Ça coûtera du temps, mais ça, normalement, dans un premier temps, à échelle unipersonnelle, il faut que ce soit la personne qui a la boîte et qui le fasse. Ça fait partie de la fiche de poste normale de quelqu'un qui est sur ce genre d'activité et qui fait de la vente que d'avoir une animation des réseaux sociaux. Encore une fois, il n'y a pas de mystère. Ça ne s'automatise pas et il faut parler un peu de soi. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne aujourd'hui. Hein. Bon, Instagram, il y a des logiques différentes parce que Instagram, c'est compliqué de faire monter le nombre de personnes qui vont vous suivre sans recours à de la pub, à des choses comme ça. C'est tout le filtre, pour moi, le frein d'Instagram. Si vous avez la chance d'avoir une communauté déjà active sur Instagram, moi, je vois des boutiques autour de moi qui font le plein que par les réseaux sociaux. J'ai vu des boutiques pendant le Covid qui n'ont vécu qu'avec ça, qui n'ont pas désempli ensuite. Quelles que soient les activités, des copains cavistes, voilà, qui font un carton avec ça, voilà, et ils ne passent pas par entière. Ils se le gèrent eux-mêmes. Et après, c'est ce qu'on disait, on le disait ce matin, on parlait c'est des mots un peu, ça peut faire un peu pompeux, mais le shopper omnicanal, c'est-à-dire que voilà, de créer le lien aussi entre votre point de vue point de vente physique, votre boutique digitale et que les différents canaux s'alimentent entre eux, quoi. Toujours. Je suis passé, je vous ai trouvé, je suis un touriste de passage, je suis passé dans votre boutique en faisant ma balade dans la ville. Ok, très bien, prenez mes coordonnées, j'ai acheté vos produits, vous pourrez le recontacter plus tard, cette personne-là l'achètera en ligne. Elle n'a pas fait l'acte d'achat, mais elle est convaincue du produit puisqu'elle l'a acheté en magasin. Voilà, c'est autant d'exemples à ce niveau-là. Je reste fan, c'est un mot qui est un peu superlatif, mais je reste en lien avec la structure via les réseaux sociaux. Tous les canaux vont s'enchaîner. Tous les canaux vont s'enchaîner. Après, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de l'optimisation, de la transformation à travers son propre site. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la performance de mon site? C'est une conversion, c'est ça? Ouais, c'est une question, la conversion. Je vais tâcher d'y répondre, pas vraiment par des slides, parce qu'il n'y a pas de bonne pratique sur la conversion. Et je trouve que, si tu me permets, ce que tu as dit tout à l'heure résonne très très bien au niveau de la conversion. Parce qu'en fait, la conversion, vous l'avez résumé là, la conversion. Il n'y a pas de mystère. Quand vous savez que le premier critère de la conversion, c'est le montant des frais de livraison, ce n'est pas un critère ergonomique, ce n'est pas un critère lié à qui que ce soit, c'est un critère de fric sur le montant des livraisons. Comment on fait pour réduire les frais de livraison? On fait en sorte d'être sur de la livraison moins chère, donc potentiellement, on couple du Colissimo avec du Mondial Relais. Et on amène différentes expériences. Les délais de livraison, ce n'est pas un critère qui est lié au site web. Les conditions de retour et d'échange, ce n'est pas un critère qui est lié au site web. Le manque d'informations sur les produits, là, on y est. L'ergonomie, ok. Voilà. Mais c'est des critères de performance du site. Ce qui va jouer un petit peu, la facilité au niveau du panier d'accéder à un minimum de temps à l'acte d'achat. Multiplier les moyens de paiement, c'est la discussion qu'on a eue ce matin. La conversion, c'est ça. Multiplier les moyens de paiement, bloquer ce que tu appelles les irritants, plusieurs solutions de livraison, plusieurs solutions de paiement, peut-être du paiement en plusieurs fois.
Dans le cas des spiritueux, si j'ai un panier moyen qui peut arriver à 200 euros sur un carton de bouteille de spiritueux, j'entends pas forcément de vin ou une commande plus grosse, pouvoir payer en 4 fois sans frais, sans que vous, ça ne vous coûte et que lui puisse le mettre en place automatiquement, là, vous avez levé un irritant et vous avez facilité de l'acte d'achat. Voilà. Trouver ensuite, et là par contre, le vrai problème, c'est que ça va dépendre des solutions que vous avez au niveau de vos sites. Bah, il y a un truc tout bête. Les paniers abandonnés. Aujourd'hui, je vous donne un chiffre que j'ai testé chez un client il y a 2 mois. Un petit module d'abandon de panier. Qui sur, moi ce que j'aime bien sur PrestaShop, le module d'abandon de panier, je crois qu'il vaut 100 euros. Voilà. Le client a transformé en commande 10% des paniers abandonnés. Donc il y a 10% des gens qui n'étaient pas arrivés au bout de la commande, qui s'étaient quand même inscrits, qui avaient créé leur compte, qui ont été transformés en clients simplement en recevant un mail de relance automatique de paniers abandonnés. Alors vous pouvez faire ça avec un module, vous pouvez aussi pour les plus bricoleurs le faire avec Sendingloo. Voilà, c'est un peu plus tordu, mais c'est pourquoi pas. Mais vous avez des choses comme ça qui existent. Voilà, le mail anniversaire. C'est con. C'est du bon sens. Les Vous le codes feriez. promo? Pardon? Les codes promo? Bien sûr. Mais les codes promo, c'est vicieux le code promo. Si tu reçois un code promo sur un produit que tu viens juste d'acheter, bon, tu as dit je me suis fait avoir. Mais oui, bien sûr. Mais là, on n'est plus sur de l'optimisation à proprement parler. On est sur la pertinence. Par contre, il ne faut pas confondre. On fait du code promo, on fait du mail anniversaire pour des gens qui ont déjà commandé, donc on a déjà eu de l'audience. On ne peut pas faire ce genre de stratégie quand on a 4 visiteurs par jour sur son site. Voilà, il y a des minimums critiques. Quand vous savez qu'un taux de transformation, allez, 2, 3, 4, 5%, c'est déjà énorme. Il y a quelques années, la moyenne de la transformation en France, c'était 0,97. Autrement dit, tous les 100 visiteurs, vous aviez 0,97 commandes. Même pas une commande tous les 100 visiteurs. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aller chercher de l'audience. Si vous voulez aller chercher de l'audience, voilà, vous avez les canaux, on les a listés. Il n'y a pas de magie après. Hein. Il n'y a pas de canaux oubliés là-dedans que volontairement on n'aurait pas cité et qui fonctionneraient mieux que d'autres. Surtout dans un secteur comme l'agroalimentaire, où en général, vous n'avez pas non plus une offre produit, vous n'avez pas non plus 5-6 000 produits en catalogue. Je vous le souhaiterais, hein, franchement, plus le site sera dense, plus vous aurez d'audience mécaniquement. Voilà. Il y avait une question tout à l'heure de Christine au moment où tu parlais des réseaux sociaux et des groupes. Comment on crée le lien entre le site e-commerce et le groupe? Alors, on ne le créera pas directement entre le site internet et le site et le groupe. Éventuellement, on peut faire un lien vers le groupe depuis le site internet, en bas, ou à un endroit, rejoignez notre groupe. Voilà. Sinon, on va le faire par un mailing, par exemple, qu'on va envoyer aux gens qui ont commandé. Ou en tout cas, on peut mettre un bandeau publicitaire sur le site avec le lien vers le groupe pour que les gens adhèrent. Okay. Il y a une autre... C'est des classiques de fonctionnement. Voilà, il y aura rien d'automatique là par contre. Il y a une autre question là, plus sur la partie logistique, une question de Céline. Dans l'alimentaire, nous pouvons être sur du frais, et dans ce cas, les frais de livraison peuvent être dissuasifs. Malgré l'argumentaire chaîne du froid respectée le lendemain chez vous, c'est compliqué à faire passer. Et en effet, et notamment en France, voilà, Chronofresh. Ouais, il n'y a que Chronofresh. Bah là, je vous dirais, peut-être que la question à se poser, c'est est-ce que sur le frais, tant que vous n'aurez pas la réponse, vous ne pourrez pas la trouver vous. Je ne suis pas convaincu que le frais soit un produit lié totalement au e-commerce. En tout cas, un e-commerce national. Je distingue bien les deux, attention. Hein. Vous avez aussi une notion d'e-commerce de proximité qui est en train de se développer. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas choqué à me dire, vous avez l'exemple, je crois, j'avais assisté il n'y a pas très longtemps à ça, les Halles de Toulouse, par exemple. Vous pouvez commander et venir chercher, ou avoir une solution de livraison. Click and collect. Ouais, ou click and collect, ou livraison avec une zone de chalandise limitée. C'est pas exclu, ça reste de l'acte d'achat en ligne pour des gens qui ne seraient pas forcément venus dans le magasin. Donc, c'est pas si aberrant que ça, notamment sur notre génération Z. Aujourd'hui, on réserve un resto en ligne. On appelle de moins en moins. Le phénomène Uber Eats fait qu'on se fait livrer des choses qui sont des choses à proximité. On est aussi dans la même logique. Alors, click and collect, oui, au sens où on peut aller retirer, mais on pourrait être sur autre chose que du click and collect. On pourrait être sur un clic classique, une commande classique, mais avec une zone de chalandise plus restreinte où on le livre. Donc, on aurait moins le côté prohibitif des frais de port. Forcément que le frais de port sur le frais, ça restera un frein. Le frais, le poids, ça, il n'y a pas de mystère.
J'ai pas la réponse au côté Non. prohibitif des frais de port. Hein. Non, mais après, voilà, Chronofresh, je crois qu'ils ouvrent tous les ans de nouveaux entrepôts en Europe notamment. Enfin, voilà, Métro est en train de réfléchir pour ses clients à des stratégies un peu similaires. Après, voilà, vous avez des solutions alors, quand on dit de proximité, tout dépend la zone de chalandise que l'on a et le bassin. Dans la ruralité profonde, c'était ce que faisait le boulanger quand il faisait le tour pour livrer le pain. On n'a rien inventé, il avait ses commandes, voilà, il savait que tous les jours, moi, ma grand-mère, le pain lui était livré tous les jours parce qu'on était dans un petit hameau. Oui, contre toute attente, je viens de la ruralité profonde, même si je fais du digital. Hein. Et clairement, le pain était là. Et honnêtement, c'était même des prémices de ce genre de fonctionnement. Donc, c'est pas contre-productif. Je donnais ce matin l'exemple des marchés. De se dire, j'ai un site web sur lequel je vais aussi communiquer sur des réseaux sociaux en disant, voilà, tous les mardis, je fais tel marché, par exemple. Vous pouvez venir retirer le produit à tel endroit. Voilà, le dernier kilomètre est une problématique qu'on est en train de régler. Le frais reste un vrai souci, ouais, c'est clair. C'était un peu le système des ruches qui se sont pas mal développés là sur le confinement notamment, de précommande en ligne, quoi. Mais de toute façon, précommande en ligne, comment que ça se passe? Ce qu'on est en train de régler là, c'est comment je me facilite la vie. Comment j'évite de me manger du temps inutile. C'est ce qui s'est passé avec le confinement, c'est qu'on a découvert, au-delà de la facilité de l'acte d'achat, c'est qu'on avait un temps d'achat pour quelque chose qui n'était pas un achat plaisir, pas que le produit soit pas un plaisir, mais que l'acte d'achat, qui sous-entend je prends la voiture, je vais à tel endroit, je me gare, je fais ça, n'était pas plaisant. Donc on a transformé ça par une simplification du processus de prise de commande. Mais ça fonctionne très bien aujourd'hui. On peut faire de la résa, on peut trouver plein d'alternatives. Ça veut dire par contre que vous allez avoir une zone de livraison limitée. Il y a Claude qui complétait là un peu sur Chronofresh en disant que cette année, ils allaient envoyer plus ou moins 50 bibs de sève fraîche de bouleau via Chronofresh dans toute la France. Donc apparemment, ça marche plutôt bien. Et que pour les membres du Collège culinaire de France, il y a un tarif préférentiel intéressant par Chronopost que nous utilisons presque chaque jour. Oui, mais je pense qu'il y a... Pour les bons tuyaux. Voilà, il y a plein de solutions Merci, logistiques. Alors dites-vous qu'aujourd'hui, au niveau du e-commerce, tout ce qui est innovation, vous occultez le miroir aux alouettes de l'intelligence artificielle dont on nous rabat les oreilles toute la journée, qui ne va pas toucher vos activités à l'instant T. Clairement, tous les projets d'avenir tournent autour de la logistique et de l'expédition. J'entends vos questions, je vais vous ramener à un vécu pas si lointain. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets en 97. J'étais très jeune à l'époque, je finissais mes études en école d'ingénieur, j'ai bâti avec quelqu'un un premier site internet de vente de meubles, ça s'appelle 123meubles.com. C'était juste l'équivalent du stagiaire informatique dont je me moquais ce matin. Hein. Voilà. Première commande, elle était à Strasbourg, c'était un canapé. Alors je vous garantis que les problématiques d'expédition et de logistique sur un canapé en 97 à Strasbourg, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le canapé, vous ne le rentrez pas dans une enveloppe et vous ne pouvez pas mettre des timbres dessus. La seule solution qui a été trouvée par ce vendeur de meubles, ça a été de prendre son camion, d'aller livrer à Strasbourg. Parce que les problématiques logistiques, elles étaient existantes. On est arrivé à gommer énormément de problématiques avec beaucoup de solutions modernes qui sont amenées. Aujourd'hui, les enjeux e-commerce sont des enjeux majoritaires, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 10 ans, c'était vu comme un ovni chez les transporteurs. Le frais arrivera avec des solutions intermédiaires d'entreposage, c'est évident, mais ça prendra encore un peu de temps. Allez, continuons sur des questions. Alors, c'était pas une question, c'était Cédric de la Veldrech qui disait que le courriel anniversaire avec un code promo était quelque chose qu'ils avaient testé et qui fonctionnait plutôt très bien. Oui. Et ça fait toujours plaisir aux clients. Mais c'est évident, c'est évident. Regardez, quand vous le recevez, vous êtes content. Regardez un petit peu les pros du marketing direct. Vous avez des marques. Moi, j'ai un client avec lequel j'ai travaillé pendant des années qui s'appelle Famille et Marie, qui fait du miel. Alors, c'est en Vendée, je m'excuse. Leur modèle, c'était Yves Rocher, en termes de marketing. On a travaillé, nous, pour les parfums Fragonard sur le monde, sur l'emailing, mais c'était énormissime ce que ça générait en chiffre d'affaires. Le vrai problème, c'est qu'on a trop tendance à ne pas croire un peu ces solutions de grand-mère et de bon sens. Et oui, bien sûr, le courriel avec le courriel anniversaire avec le code promo, mais c'est sûr que ça marche. C'est sûr que ça marche. Voilà, vous témoignez de l'intérêt à vos clients. Ils vous en seront toujours gré dans la vente au particulier. C'est évident.
Et si à côté de ça, vous savez que tous les ans, ces clients recommandent, ben, vous avez déjà des calculs intéressants à faire pour vous dire comment je vais en chercher des nouveaux. Voilà, et à partir de là, vous verrez que ça s'auto-alimente. Après, il ne faut pas se leurrer, hein. Les marchands qui réussissent aujourd'hui, les e-commerçants qui réussissent aujourd'hui, à l'échelle des PME, des TPE, sont ceux qui ont à la fois du physique et du web. J'en connais très très peu qui ont que du web. Voilà, ça c'est clair. Parce que vous pouvez aussi utiliser du canal Internet pour faire du trafic point de vente. Ça serait dommage de s'en priver. Il y a une autre question qui m'arrive là d'une collègue. Merci Laurence. Est-ce qu'un site internet est indispensable pour se développer sur le marché régional ou est-ce que finalement les réseaux sociaux, puisqu'on peut vendre aussi sur Facebook, ne suffisent pas? Alors, non, je pense qu'ils ne suffisent pas. Je pense qu'ils ne suffisent pas sur le marché régional pour deux raisons. La première, c'est que Facebook ne permet pas l'acte transactionnel et qu'on va moins travailler la fidélisation. Deuxièmement, quand on les ramène sur le site internet, on a une pluralité de l'offre. Donc en ayant une pluralité de l'offre, on va aussi avoir de la vente additionnelle qui va se générer automatiquement. Donc je pense que faire l'économie du site, c'est pas une bonne idée. Ne pas investir des sommes folles sur le site, ça s'entend. Mais de la même manière que je ne crois pas du tout aux alternatives menées pendant le Covid de plateformes collaboratives, marketplace, de toute nature, la commune qui fait la sienne, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut son propre site et que par définition, tout ce qui est mélange de la sorte ne prend pas. Je pense qu'il vous faut votre propre site. Par contre, que vous utilisiez les réseaux sociaux pour ramener les gens vers votre site, ça fonctionne. Alimentaire ou pas, ça marche. Que le canal de communication local soit celui-là, réseaux sociaux bien localisés, Google bien localisé en payant ou pas, référencement local. Mais c'est une tuerie le référencement naturel en local. Les résultats qu'on arrive à obtenir, moi j'ai un client qui fait des costumes, de la vente de vêtements, sur l'année il fait plus 30% de trafic magasin. Voilà. Je vous donne un chiffre qui vaut ce qu'il vaut. Il a un site web, le site web sert à faire la prise de rendez-vous, il ne vend pas en ligne. Chiffre annoncé, plus 30% de trafic magasin. C'est la réalité factuelle. Et on parle d'un commerce à Béziers, qui n'est pas une ville non plus avec une zone de chalandise de dingue. Je ne suis pas à Montpellier ou à Toulouse. Mais c'est évident. Il y a une réflexion de Céline, toujours sur le frais. Oui. Il existe aujourd'hui des solutions alternatives qui émergent face à Chronofresh. Il s'agit de conditionnements très isolés avec des pains de glace, le tout confié à un transporteur lambda. Le coût est divisé par 2, mais que souhaite le client aujourd'hui? Souhaite-t-il payer moins cher ses frais de port en ayant du suremballage ou payer un peu plus cher mais avoir une solution plus responsable? Où se place le curseur éthique dans la démarche des clients en e-commerce? Je vous répondre tout de suite. Il en a rien à foutre de la démarche éthique. Alors ça, c'est très clair. Il paiera le moins cher possible. Voilà. Et apparemment, dans les études conso qui ressortent, quand même, cette fameuse génération Z sont un peu plus sensibles à ça. Mais ouais, je suis d'accord. Mais ta génération Z, c'est pas elle qui consomme du frais en achat en ligne. Pas encore. Voilà. Donc peut-être demain. Voilà, je vous réponds là à l'instant T. Et clairement, elle utilisera la solution. Par contre, le vrai problème de la solution transporteur, que moi je n'ai pas à déconseiller, au contraire, c'est de s'assurer qu'il y a bien une traçabilité du suivi de la commande. Que vous ne soyez pas harcelé tous les jours pour savoir où en est la colis, où en est la commande. C'est aussi ça. C'est que les outils techno soient en place pour que vous ayez bien, vous, dès que la commande est prise en charge par le transporteur, la remontée d'informations qui se fait, que le consommateur soit informé automatiquement de la prise en charge de son colis avec un numéro de suivi, éventuellement qu'il puisse accéder ensuite sur le site du transporteur à l'évolution de sa commande jusqu'à sa livraison. Que vous soyez dédouané de ces contraintes-là. Mais là, vous voyez, quand on parle de transformation, c'est aussi un des éléments sur lesquels j'attire votre attention, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille sur la livraison et du transport, post-paiement, c'est là qu'on commence à stresser. C'est là que se joue une grande partie de la relation client. Donc c'est là qu'il faut que, justement, on ait choisi un transporteur, quelle que soit sa forme, et quel que soit ce transporteur, où les outils informatiques amènent une traçabilité. Ça a été pris en charge, c'est à tel endroit. Alors je ne dis pas que ce soit au kilomètre près, mais qu'au moins il y ait 2-3 indicateurs. Pris en charge, en centre de tri, en cours d'expédition, et ainsi de suite. Voilà. Là, par contre, on a des éléments qui vont jouer. Pas sur la transfo, mais sur la rassurance. Moi, il n'y a pas longtemps. Pardon ? Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Non.
Ouais. Putain, en rond-point, J'essaie je de sais pas, trouver. là-bas, de Alba Sud, qu'est-ce qu'il y avait? On vous entend, je sais plus qui c'est. Et Laurence. C'est pour ça, putain, je me suis dit, putain, ça va bloquer sur Laurence. l'autoroute, t'as raison, il n'y avait personne. Je vais la Ton couper. micro, Laurence. Est-ce que ça bouge au rond-point finalement? C'est bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand je balaye un peu, alors attendez, du coup ça m'a. Samuel qui dit on observe quand même une grosse différence entre ce que désire un consommateur et sa façon d'acheter finalement. Oui. En effet, entre Oui. l'intention et l'action, Oui. c'est vrai qu'il peut y avoir un monde. Le prisme du coût est important. Aujourd'hui, on travaille sur le Covid l'a mis en lumière sur la logistique, sur l'expédition. Imaginez tous les gens qui ont fait le 17 ou le 16 mars des commandes et qui ont choisi Mondial Relais. Et Covid est dans 16 mars 2020 et qui ont choisi Mondial Relais. Confinement arrivant, tout est bloqué. Ils avaient choisi une solution low cost. Tous ceux qui ont commandé sur la poste, quand vous aviez des centres de tri qui fermaient au fur et à mesure, on a vu ce genre de choses. Nous, on travaille aujourd'hui, je vous le dis, hein, nous, on travaille aujourd'hui sur un outil qu'on sortira dans les mois qui viennent, qui va permettre, justement, en fonction des contraintes qui sont imposées, de choisir les transporteurs les plus adaptés, dans certains cas, pour l'optimisation des coûts. Parce que l'expédition, c'est un pôle de coûts pour vous. Même si les frais de port sont pris en charge, en tout ou partie, par le consommateur final, ce sont des pôles de coûts. Donc, ce sont des irritants. Aujourd'hui, on ira de plus en plus vers forcément, en tout cas j'entends sur la proximité, sur un territoire national, sur des limites, des politiques où on tendra à des coups bas. Regardez l'exemple, Amazon Prime, livraison gratuite. Aujourd'hui, vous feriez de l'expédié par Amazon sur votre site internet, vous auriez peut-être des politiques tarifaires plus avantageuses que ce que vous proposerait la Poste en direct. Ça sous-entend qu'Amazon stocke vos produits. Réflexion particulière, je n'ai même pas dit que vous vendiez sur Amazon. Je dis que vous expédiez par Amazon. Vous voyez, c'est des choses qui sont assez perturbantes. Mais on en est là aujourd'hui. Le consommateur est prêt à plein de choses. Mais voilà, la réalité des faits, elle est qu'on ira forcément sur cette politique du prix. Après, il y a un point RGPD aussi qui est abordé par Cédric. Quelles précautions prendre pour utiliser les adresses mail des acheteurs en vue d'emailing dans le cadre du RGPD? Toujours demander le consentement préalable. Toujours demander sur la fiche client le consentement préalable. Voilà. Vous êtes sur le cadre des particuliers, le particulier obéit à la règle de l'opt-in. Donc, il n'a pas demandé, il ne reçoit pas. Opt-in, tu peux peut-être préciser? Bien sûr. Opt-in, ça veut dire qu'il a coché le fait d'accepter. Vous avez obtenu son consentement. Opt-out, à l'inverse, qui est ce qui prévaut pour le pro. Chez un pro, vous n'avez pas besoin de demander au préalable. Par contre, il doit pouvoir se désabonner à n'importe quel moment. Il faut l'informer en amont. Voilà. Je vous envoie un mailing que vous n'avez pas souhaité. Vous avez un lien de désabonnement, vous désabonnez, point fin. Ce n'est pas la peine de m'insulter ou de me dire que je n'ai pas le droit. Je suis un particulier. Vous n'avez pas à me solliciter si je n'ai pas fait la demande. J'attire aussi l'attention, ça veut dire aussi, on a eu un cas il n'y a pas longtemps sur ces règles-là, qui était notamment le cas Camailleux. Camailleux n'a pas pu être repris par une structure tierce sur le fichier client parce que la loi dit que le fichier client appartient et les gens ont demandé à s'abonner à Camailleux, mais de telle entreprise. Si une nouvelle entreprise rachète le fichier client Camailleux, il faut demander expressément à tous ses clients s'ils veulent toujours recevoir de l'information du nouvel acheteur, de celui qui a repris la boîte. S'ils ne répondent pas, ça veut dire non. Donc ça veut dire aussi, même si demain on vous propose une super affaire, un site internet à racheter, la base client, par définition, normalement, vous n'avez pas le droit de la récupérer. Ce qui veut dire que le site internet n'a plus de valeur. C'est des petits éléments importants. Hein. Voilà. Parce qu'on a des fois des faux amis. Là, moi, j'ai eu le cas récemment, justement, dans un rachat d'une activité sur du spiritueux, où finalement, l'opération ne s'est pas faite à cause de ça. Ok. Il nous reste 5 minutes. Alors, quand je regardais les questions là, que vous aviez posées au moment de votre inscription, je pense qu'on a bien balayé. Ouais. Le sujet, c'était comment booster mes ventes sur Internet. On l'a vu, c'est déjà émergé. Et, l'acquisition, qui peut être gratuit, entre guillemets, avec beaucoup de sueur via le référencement naturel, ou qui peut être payant via notamment les Google ou les régies publicitaires des réseaux sociaux. Et il y a le moyen pirate quand même à garder en tête, on va dire, se mettre sur des marketplaces.
Bipirate, parce que c'est le moyen malin auquel on ne pense pas forcément. Et après, pour tout ce qui est, on va dire, conversion, on l'a vu, limiter tous les irritants qu'on a listés. Et après, sur la partie fidélisation, on a noté la newsletter, qui est un super outil, l'emailing et créer des communautés réseaux sociaux. Tout à fait, tout à fait. Là, normalement, vous avez un combo qui fonctionne. Hein. Voilà. Et qui Après, vient, ouais. toujours pareil, il faut aussi s'assurer que le produit est adapté au e-commerce. C'est aussi la problématique. Maintenant, des produits non adaptés, moi, je me suis planté 2 fois dans ma vie hein, sur des produits auxquels j'aurais pas cru. J'ai vu un de mes copains il y a quelques années se lancer dans la vente de carrelage sur Internet. Voilà. Aujourd'hui, il fait 10 millions, je crois, de vente de carrelage sur Internet. Voilà. J'en ai vu d'autres il y a quelques années vendre des machines à coudre. J'aurais pas cru ça. Ouais. 2013. Vente de machines à coudre. On a dit si sur le site sort en novembre, je vous donne l'anecdote, elle est assez valable, c'est révélateur de ce fonctionnement-là. En novembre 2013, on s'est dit si on vend 40 machines à coudre sur l'année 2014, ce sera génial. Elles ont été vendues avant la fin de l'année 2013. Donc des fois, vous voyez, le produit correspond à un besoin et le besoin fait que on achètera en ligne. Donc clairement, voilà, il n'y a pas de mauvaise tentative. Dans le spiritueux, on va voir le poids, le risque de casse et des choses comme ça. Bon, ça devient de plus en plus structuré. On a de moins en moins ce risque en réalité. On voit qu'il y a des solutions alternatives à Chronofresh qui sont en train d'émerger, donc tant mieux. C'est très bien, ça permettra de démocratiser ce genre de choses. Après, j'insiste bien, plus vous retarderez le lancement de votre activité au niveau e-commerce, plus forcément vous aurez à courir un marathon qui démarrera en retard par rapport aux autres. Voilà. Ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, il est temps d'y aller. Plus que temps même. Voilà. Okay. Il a vu 200 000 sites e-commerce plus 10 000 par an. Pas si longtemps, on n'était qu'à la moitié des 200 000. Ouais. Il y a eu une grosse progression. Donc, et voilà. On va bientôt passer la barre des 9%, donc des 10% de part de marché du e-commerce sur l'alimentaire. Oui. Ça, c'est vraiment à avoir en tête. Assez mécaniquement, tout comme elle a explosé d'un coup dans le textile, on l'a vu là sur les 18 derniers mois, elle a changé complètement alors qu'elle était très stagnante avant. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, ne vous retardez pas trop dans vos projets. Le mieux est souvent l'ennemi du bien. Voilà, on a tendance des fois à se créer aussi des nœuds pour pas y aller, des réflexes pour ne pas y aller. Non, je pense que voilà, malheureusement il n'y a pas de mystère. Hein. C'est quand on se jette à l'eau qu'on apprend à nager au bout d'un moment. Hein. Il faut tenter. Alors après, bien sûr, vous avez eu là des éléments. J'espère en tout cas pas de langue de bois de mon côté sur des éléments. Voilà, si vous avez des points qui vous semblent pas abordés ou des points de désaccord, vous pouvez aussi les évoquer. Il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'il faut mettre en place et ça marche. J'en réponds. Ouais. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer. Merci beaucoup, Guilhem, pour ces deux ateliers ce matin et cet après-midi. On l'a co-construit de façon à ce que ce soit le plus global possible et surtout de se poser les bonnes questions, parce que pas tout en fait de rentrer dans le détail, mais avant de lancer un site e-commerce, il faut savoir pourquoi on y va et si on y va. Du coup, de toute façon, vous allez recevoir demain, à l'issue de la semaine e-commerce, un questionnaire rapide. S'il y a des points vraiment que vous souhaiteriez approfondir, des points précis, signalez-nous-le, puisque nous, après, on se sert de vos réponses aussi à ces questionnaires pour mettre en place des actions qui collent à vos attentes, quoi. L'idée, c'est pas de... Donc, n'hésitez pas. Merci encore, Guillaume. Si tu peux passer juste la dernière slide pour info. On en a parlé ce matin, il y a un événement qui aura lieu la semaine prochaine, c'est ça? Ouais, c'est ça, du 13 au 17 mars. Un événement gratuit qui est co-organisé par la Chambre des métiers et la Mêlée numérique sur la thématique de la transformation numérique au global, hein, c'est pas que le e-commerce. Mais vous voyez, il y a des thématiques par journée, donc on vous enverra les liens si vous souhaitez vous inscrire. Voilà, il y a toujours des éléments de réflexion qui pourront venir alimenter un peu votre démarche e-commerce. Voilà. Écoutez, j'espère qu'en tout cas, on a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à revenir vers nous ensuite. Et puis encore merci, Guilhem. Et merci à tous pour vos questions. C'était très intéressant en tout cas. Et bonne fin d'après-midi. Merci encore. Au revoir. Merci beaucoup.